Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue pour la toute première émission du SAV de cette saison 2020. Pour vous présenter cette émission, je ne serai bien entendu pas seul. J'aurai avec moi le meilleur réalisateur de podcast en France. J'ai nommé Buchor. Bonsoir Buchor. Bonsoir Spider. Bonjour, bonsoir aux auditeurs. Nous rejoindra un petit peu plus tard Dino quand il aura réussi à brancher son micro. On l'accueillera tout à l'heure. Et on accueille aussi un petit nouveau pour cette nouvelle saison. On reçoit McLovin. Bonsoir McLovin. Salut Spider, salut tout le monde. Alors McLovin, je vais te demander de te présenter un petit peu ton histoire avec la F1, puis si tu as une histoire aussi avec le SAV. Alors, j'ai 40 ans depuis pas longtemps et j'ai découvert la Formule 1 quand j'étais tout gamin en fait. Je suis la Formule 1 depuis que je suis en âge d'avoir des souvenirs, donc depuis que j'ai des souvenirs qui remontent à la saison 85. Donc tu vois, ça commence un petit peu à remonter et puis depuis, j'ai jamais décroché. Donc ça fait 35 ans que je suis la F1. Et puis pour le SAV, je l'ai découvert assez récemment, en fait via les réseaux sociaux, via Twitter, où je suis actif depuis pas beaucoup plus d'un an. J'ai progressivement croisé au fil des discussions certains éminents membres du SAV. Ça m'a donné l'envie d'écouter et j'ai tout de suite accroché. Voilà. Depuis 85, tu suis la F1 quoi. Sans coup de mou. Sans coup de mou, non. Enfin, quasiment pas. le Viagra fait des merveilles. Je suis encore jeune. Ah, moi je dirais pas le contraire, mais du coup je ne suis plus le plus vieux de la bande maintenant. Ah, surtout depuis le départ de Jackie. Trouver plus vieux. J'assume mon rôle de doyen. Ouais. Autant tu es une rumeur dans l'œuf, non, nous n'avons pas recruté McLovin uniquement parce que pour faire la concurrence à Bilo pendant les jeux. Ceci est totalement faux. Parce que je sais pas si des auditeurs ne connaissent pas, tu es assez actif sur Twitter. Et je leur recommande vivement de s'abonner je vais dire à ta chaîne, à ton compte Twitter, parce que tu tweets souvent sur l'histoire, sur des personnes ou sur l'histoire des faits de la Formule 1, et c'est toujours passionnant à suivre. Et si jamais trop long, c'est pas Fab, quoi. Non, franchement, c'est super intéressant à suivre. Et c'est comme ça que nous, on t'a repéré, et on va être honnête qu'on est venu te chercher. C'est vrai. Je suis très content de vous rejoindre en tout cas. Moi, j'aurais une question. Est-ce que tu as des préférences dans la grille ? Je vois que ton pseudo commence par un Mac L. Est-ce que ça aurait un rapport avec une écurie ? Non, pas du tout. Non, je suis assez neutre. J'ai une petite préférence pour Daniel Ricciardo. J'aime bien le bonhomme. J'aime bien son style en piste. C'est un vrai attaquant. Sinon, alors c'est moins populaire. Il y a un pilote que j'aime beaucoup, même si c'est une vraie tête de con, c'est Max Verstappen. Voilà, je trouve les pilotes vraiment très spectaculaires, vraiment intéressants. Bon, ensuite de la personnalité, j'accroche moins, mais voilà, en piste, je trouve que c'est un régal. Ok, très bien. Donc là, punaise, tu n'aimes pas sa personnalité. C'est dommage, ça veut dire on aura enfin un fan de Max Verstappen dans l'équipe. Non, le pilote, pas le bonhomme. Ok, alors on va entrer un peu plus dans le dur, on va commencer l'émission. Alors on est à la veille des premiers essais hivernaux qui vont commencer donc demain, qui vont se dérouler cette année en 2 fois 3 jours. Et avant ça, on a eu tout le bal des présentations des monoplaces 2020, donc soit en plus ou moins grande cérémonie comme l'a pu faire Ferrari, AlphaTauri, McLaren, Mercedes ou même Racing Point, ou juste un simple visuel de la voiture, façon Red Bull, Haas, Williams et même Alpha, même si on n'a pas vu encore la livrée. Et puis il y a Renault à côté de ça qui on ne sait pas trop comment ils vont présenter leur voiture. Ils nous ont montré des petits bribes de photos lors de leur présentation de la saison. On a vu la voiture en leak, mais ils ne nous ont pas fait encore de présentation officielle. Est-ce que vous avez un petit mot, un petit avis sur les
les présentations, toutes les voitures qu'on a vues, sans rentrer dans le détail, hein, parce qu'il y aura l'émission spéciale dédiée à Miss Monoplace juste avant le premier Grand Prix. C'était un peu le retour des grandes cérémonies, j'ai l'impression. Hein. C'était un petit peu passé de mode ces dernières années. Là, ça revient un petit peu. Je trouvais ça sympa, personnellement. Ouais. Bon, on a eu Ferrari qui nous a fait des belles danses. On a eu AlphaTauri. Ouais, mais AlphaTauri, c'était vu qu'ils présentaient aussi une marque en même temps, c'était un peu plus logique de leur part. Un mot, Bouchard? Alors moi, je t'avoue que pour l'instant, je me suis pas penché sur le physique des monoplaces, uniquement sur leur plastique, parce que de toute façon, je doute toujours que ce soit vraiment les monoplaces qui vont rouler demain, à partir de demain, qui sont présentés. Mais non, ce que je note moi du coup sur la plastique, c'est on va retrouver des couleurs. Plus de couleurs en tout cas qu'en 2019, les livrets, il y a des choses très très intéressantes au niveau livré que j'aime beaucoup moi. Je trouve que notamment par exemple la livrée AlphaTauri, je la trouve superbe. La livrée elle est belle, la livrée Williams du coup avec le nouveau sponsor titre Rocket, d'apporter le rouge, que je trouve que c'est bien intégré. Voilà, bleu, blanc, rouge, c'est super. Je trouve que c'est assez bien fait. Donc sans pousser trop loin non plus dans le livret parce que ce sera dans Miss Monoplace, mais voilà, moi je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés qui rafraîchit un peu, qui casse après plusieurs années où c'était un peu pareil. Et sinon pour les présentations, t'es plus j'ai regardé aucune cérémonie ou juste on voit la voiture, ça suffit. Alors comme de toute façon j'ai jamais vu les cérémonies, que ce soit cette année ou les années précédentes, parce que c'est en journée que je bosse et que je me vois pas streamer le truc au boulot. Je trouve qu'il fasse un petit peu qu'il y a une certaine cérémonie avec du coup une présentation, on va dire, les ambitions pour la saison, etc. C'est quand même pas, je trouve que c'est pas forcément plus mal. Voilà, c'est le lancement d'une nouvelle voiture. N'importe quel constructeur qui lance une nouvelle voiture sur un salon fait toujours une présentation. Pourquoi pas faire en F1? Ils peuvent être fiers de ce qu'ils conçoivent. Donc, j'attends de voir si en 2021 ils auront le temps de faire des cérémonies. Parce que c'est une question que je me posais. Est-ce que c'est un truc, j'ai pas été chercher. Est-ce que c'est les présentations comme ça, est-ce que ça rentrerait dans le budget plafonné ou pas? Parce que si ça rentre pas, ça peut leur permettre d'avoir un peu plus de moyens à mettre dedans. Il me semble que tout ce qui est com, c'est un peu à part. Hein. Ouais, alors comme c'est de la com, mais c'est surtout qu'en 2019, on n'en a pas eu parce que avec la grosse évolution de l'aileron avant, je pense qu'ils avaient peur de pas être prêt, parce que mine de rien, il faut que la voiture, si tu présentes vraiment la voiture, il faut qu'elle soit prête à temps, et qu'une présentation une semaine avant les essais, c'est une semaine de moins pour bosser, pour la préparer. Et du coup, 2021, je sais pas s'ils vont faire des cérémonies, parce que ils ont peut-être besoin du délai. En tout cas, c'est surtout ce qu'il faut noter cette année, c'est que Williams était prêt à temps. Oui. Ouais, c'est une belle différence. Ils ont déjà roulé en plus, donc tout va bien. Ouais. De ce côté-là, ça va. Bon, enchaînons. Alors, je vais vous proposer, on vient de parler, je vais vous proposer un petit jeu. On vient de parler des écuries. Comme on est en début de saison, on va réviser un peu les bases. Et les bases des écuries, c'est leur camp de base, quoi, leur camp de base et puis leur histoire. Donc on va jouer tranquillement, sans points, sans rien. Donc je vais vous demander de par écurie d'essayer de remonter en arrière jusqu'à le premier nom d'écurie qui revient au camp de base où est l'écurie actuellement. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Pas sûr. On va voir à l'usage. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai pas compris. De toute façon, tu comprends rien, toi. Je retrouve. Bon, après, j'avoue que je viens juste d'arriver, donc. Si je prends la première écurie, donc Mercedes, est-ce que vous savez où elle se situe déjà? À Brackley. Brackley, c'est ça. Et avant Mercedes. Brown GP. Comment s'appelait l'écurie? Brown Grand Prix. Quelle est de quelle année? C'est pas très compliqué pour Brown Grand Prix, quoi. De quelle année elle a couru? 2009, ouais. Juste 2009, ouais. Et avant Brown? Honda.
De quelle année à quelle année? 2006 2005 Ouais, 2005, 2006, ouais. Jusqu'à 2008. 2006. 2006 à 2008, ouais. Et avant Honda, Barre de 99 à Oui, 2000 putain, elle était bien en 2005, 99 du en coup. plus. à en 2005. 2005, ouais. Moi, je trouve toujours les dates de fin, c'est bien. Et avant Barre, comment C'était Tyrrell. c'était Tyrrell. Première année Ah, de putain. Tyrrell, vous l'avez? La première année de Tyrrell, en tant que Je sais. constructeur, c'est 1970. C'est ça. C'est ça. Bon, ça va. Vous êtes pas trop Toi mauvais. aussi Ça va être chiant les jeux avec Ouais. McLovin. Tu vois toi aussi, tu t'en es rendu compte, Dino? Oui. Bon, Pour être spécial avec Bilo. la deuxième sera plus simple, hein, si je vous demande Ferrari. Ferrari. Alors 1950. Ouais, bravo. Attends, ils se sont arrêtés en quelle année 2009. Après, il y a eu des pauses. Hein. Et leur camp de base, Ferrari, Maranello. Maranello, bien entendu. Dis la légende. Red Bull, Milton Keynes. Milton Keynes. Et avant Red Bull, C'était Jaguar. 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 Jaguar, de quelle année à quelle année? Ça a Red Bull, commencé, ça doit être début 2005. ça a commencé en 2000, Jaguar. Ouais, Ouais, ça va être 2000-2004. 2000 à 2004 pour Jaguar. Et avant Jaguar, il y avait Stewart. Stewart Grand Prix. 97. C'est À ça. 2000. C'est ça. À 99. 97 à 99. Si on passe à McLaren, là aussi c'est assez simple a priori. Bah, Ils sont situés à Woking. Woking. Et la première année de McLaren, 68. 66. 66. Ah oui, c'est ça. 66, oui. Bravo McLovin. Moi, je suggère même plus d'années, moi. Non mais en fait, le secret, J'écoute. c'est tu dis un truc, t'as l'air con, tu laisses McLovin parler, et là tu fais ah ouais 66 Et effectivement. tu ouais, passes ouais, doublement pour un con. Oui bah c'est un savoir-faire. On va passer à Renault qui a aussi beaucoup bougé. Oh putain. Donc Renault au châssis, hein, on va parler châssis, on peut parler Enstone. moteur. Enstone. Oui, parce que Viry-Châtillon, les moteurs, on s'en fout un peu. Renault. Ils sont arrivés en quelle année, c'est con. Au niveau Renault, Oh, putain, c'était, c'est arrivé en 2015. Ils sont arrivés en 2017. 16. Ah, c'était 2017. 2016. Ah, putain, Ça fait déjà 2016. Ah la vache. Avant Renault, il y avait Lotus. 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 Bon, c'est en quelle Jusqu'en année 2009. Enfin à partir de 2010. Alors, le nom Lotus, on va pas. Ah non. Moi j'ai 2012, alors je sais qu'il y a eu des Renault Lotus, des Lotus Renault. Ouais, alors, il y a une année où ils étaient sponsors titres Lotus, puis ils sont devenus constructeurs l'année suivante. Il y a une petite subtilité, je crois. Après Stat F1, c'est 2012, Lotus. Et avant, c'était. Et donc avant Lotus, C'était Renault. Non, c'était C'était pas Renault. Renault. Ah ouais. Stat F1, c'est Renault. Ça a été racheté qu'en 2012 par l'autre mec Ça qui sert a à dû rien. être en 2011, Oui, mais peut-être, mais Ouais, ils avaient dû garder le nom un an. Tu sais, c'est la fameuse histoire où il fallait une saison pour changer de nom, de Ouais, châssis, ouais. etc. mais il y a eu pas mal de fois des trucs comme ça parce que ils rachètent en cours de saison, ils gardent le nom, après ils changent après. Ouais, il y a eu ça avec Spiker aussi. Donc avant Lotus, c'était déjà Renault de 2002 à 2011. Avant Renault, c'était Benetton, Benetton, la première année de Benetton, 86. 86, ouais. Putain, ça remonte à si vite ça. De 86 à 2001. Et Non, avant Alors, j'entends d'autres qui se foutent de ma gueule, mais moi, au moins, je tente. Bah oui, mais moi non. J'étais bon sur Ferrari, sur le reste, je tente. Donc avant Benetton, Tollman. Tollman. Ah, putain, oui. Alors, je crois qu'ils étaient pas Enstone, je crois, Tollman. Non, en fait, Benetton a déménagé en 92, je crois, avec l'arrivée de Tom Walkinshaw. Ils étaient. Ça me revient plus, mais ouais, ils sont à Enstone que depuis 92. Attends, on n'a même plus besoin de Stat F1, quoi. On a McLaren. J'ai plus le. Le McLovin of 1. Et Et la honnêtement- première année et- de Tollman, Tollman, ça doit être 80, 81. 81, ouais, c'est ça. Vous croyez que McLovin, il fait comme Alexa, si on lui dit McLovin pète, il pète McLovin, pète.
Ah, ça marche. Elle lance le compte à rebours. Ça, c'est de la private joke. Suivant, alors le nouveau nom qui arrive cette année, AlphaTauri. Faenza. Faenza, c'est ça. Donc avant, ça s'appelait C'était pas Toro Jordan. Rosso. Oui, Toro Rosso. Jordan. Toro Rosso depuis quelle année? 2005 6. 2006. 2006. Et avant Toro Rosso, C'est Minardi. pas- Minardi. 84. 85. 85, ouais. Ah. On passe à l'écurie suivante. L'écurie qui s'appellera l'année prochaine Aston Martin, mais qui cette année s'appelle Racing Point. Donc depuis... Ah, attention, accrochez-vous. Ouais, celle-là, il y a... Ça a pas mal bougé. Ça a pas mal bougé. Avant Racing Point, il y avait C'était Force India Racing Point Racing Team. Force India qui fait sa première saison en 2012. Ah, d'un- 2008. 2008. Ah oui, non, ouais, c'est plus vieux, ouais. Et par contre, c'est pas Milton Keynes, on n'a pas dit ça. Ah, c'est Silverstone. Silverstone, pardon. Oui, c'est vrai que je l'ai pas demandé. Putain, ça, Oh, c'est l'autre, qui, il a en voulu plus. ramener sa fraise. Oh, le ridicule. Avant Force India, il y avait Spiker, Spiker, une saison. une saison en du coup 2005, du coup. 2007. 2007, ouais, excuse-moi. Avant, c'était Avant- Midland en 2006. Avant Spiker, il y avait Midland en 2006. Et avant Midland, il y avait C'est pas super. Jordan. Oui. Jordan. Jordan, ouais. La première saison de Jordan, 91. 91. C'était leur première saison. Ouais. Ouais. La Comme magnifique vous avez Jordan toute verte aux couleurs de 7-Up. Ouais. C'était en F3000, je crois, ou un truc comme ça. Ils sont F3000 avant. Ouais. Ils ont commencé fort, hein. Gachot, Schumacher. On passe du côté suisse, donc avec l'écurie qui s'appelle Alfa Romeo aujourd'hui, qui s'appelait avant Sauber. Sauber, Sauber. Qui est basé à Inwil. qui est passé En à Inwil, Suisse. c'est ça. Donc c'est appelé Sauber qui s'est rappelé Sauber à partir de quelle année? 2010. 2011. Le nom Sauber tout seul. Parce qu'avant elle s'appelait BMW Sauber. BMW, Sauber, BMW Ferrari. Sauber. Motorisé par Ferrari. Oui, ça c'était le Ouais. sketch. BMW donc qui avait pris des parts dans Sauber en quelle année? 2006. Ouais, tu l'as. 2006. Je sais que ça n'avait pas duré Et très, avant très longtemps. Avant BMW Sauber, ça s'appelait donc Sauber. 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 Ils ont commencé en 93. 84. 93, c'est bien. On passe à l'écurie américaine. Donc là, USF1. Ça va être dur. Yes. Je crois que leurs locaux sont encore à vendre. Oui, oui. donc ils ont commencé en 2016. 2016. Et leur camp de base, est-ce que vous savez où Oh, ils en ont plusieurs. ils siègent? Ils ont nom deux Il y a Canapolis. Européen. Canapolis, c'est ça. Ouais. Et en Europe, ils ont racheté ils ont pas racheté de truc de Caterham ou un truc dans le genre. De Leafield. Marussia, je crois. C'est pas Leafield? Moi j'ai Banbury. Ah bah ouais, ok, non, mais c'est bon, c'est Bunbury. C'est les anciens de Marussia. Et on compte pas le siège de Dallara en Italie. Hein. Non, Ni Ferrari. faut pas. Oui. Et enfin la Oh, petite faut arrêter dernière. avec cette légende urbaine. C'est pas un châssis d'Alara. Bah, c'est pas une légende. Tu sais, quand Ferrari présente la facture à Ginaz, c'est pas une légende. On finit avec Williams. Donc Williams qui sont situés à Oh, punaise. Merde. À Grove. Grove. Grove, c'est ça. putain. C'était Didcot avant. Et qui Ouais. ont commencé en 78. Alors, Il y a plusieurs Williams- débuts, ouais. Ouais, il y a plusieurs débuts pour Williams. Ouais. Moi, j'avais Avant, noté c'était Wolf. 77 ou 78 parce que je crois que 77 ils ont le nom Williams mais c'est pas une Williams la voiture et 78 c'est la première année avec l'écurie et la voiture. Oh, ouais, en 77, c'est le March. Ouais, c'est ça. Mais en fait, l'écurie est née une première fois à la fin des années 60 et elle a été progressivement rachetée par Wolf en 75 ou 76. Donc, en gros, Frank Williams a été viré de sa propre écurie et il en a reconstruit une. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas compté dedans parce que l'autre l'écurie Williams qui est devenue Wolf est morte du coup depuis. Quoi. Voilà. Là, l'écurie Williams qu'on a actuellement, elle a commencé en 77-78. Voilà. Et ben on a bien révisé. Merci. Du coup,
on va passer aux actus. J'ai cru que t'allais annoncer le quartier plus ou moins. J'ai pas de jingle pour les actus, je précise. Non, il n'y a pas de jingle, il n'a pas besoin. J'avais pensé à chercher un petit... La podium de l'actu. émission avec le coronavirus, parce que c'est de ça qu'on va commencer par parler. Parce qu'on a eu le Grand Prix de Chine qui a été reporté. On n'a pas de date encore, suite à l'épidémie de je suis pas sûr qu'on en aura une. Hein. Ouais, moi coronavirus qui se développe plus ou moins, on va dire, dans le monde et surtout en Chine. On a aussi le Vietnam qui, pour l'instant, ça reste, mais qui pose question. Et qui sera... on a des questions aussi sur ce Grand Prix de Chine. Est-ce qu'il sera remplacé ou pas? On sait qu'on a vu aujourd'hui une actu comme quoi Imola était prêt à l'accueillir. Telle une hyène se jetant sur une carcasse encore chaude. Alors, votre avis là-dessus sur le Grand Prix de Chine, fallait-il ou pas le reporter? Et si oui, où est-ce qu'on peut le mettre? J'ai répondu en 3 lettres. On avait vraiment le choix. Ouais, ça paraissait difficile de le maintenir. Hein. Ouais. La question, c'est comme toujours, on avait déjà eu ce débat-là sur Bahreïn, c'est un report. Mais tu veux le reporter quand dans la saison? La seule hypothèse crédible, c'est de le reporter après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais alors, je suis même pas sûr que ce soit négocié avec Abu Dhabi, qui doit avoir un contrat leur assurant d'être le dernier Grand Prix de la saison. Enfin, voilà, c'est un report pour faire genre c'est un report, mais en fait, ce sera une annulation. Oui, Ouais, j'avais lu une autre hypothèse, c'était de le mettre à la place du Grand Prix d'Abu Dhabi et de décaler Abu Dhabi de une ou 2 semaines pour que Abu Dhabi ait toujours la dernière place au calendrier. Ça peut être ça aussi, ouais. Oui, Mais bon, ça veut dire prolonger la saison jusqu'à début décembre. Et bon, je pense que les écuries vont un peu tirer la gueule. un peu. Moi, je dis s'ils se débrouillent bien, le lendemain, le lundi matin, ils présentent les voitures 2021. On fait les essais dans la foulée. On commence autour du 15 janvier, c'est bon. Bah oui, puisqu'il y aura 25 Grands Prix au moins en 2021, non? Ça nous arrange pas pour les SAV d'or, par contre. Hein. Ça, faut qu'on leur dise. Oui, parce qu'à moi, à ce rythme-là, on va être obligé de faire les SAV d'or après la dette de Noël, quoi. Vous êtes pas triste de ne pas avoir de Grand Prix de Chine cette année? Non. C'est pas moi qui vais le pleurer, celui-là. Moi, je suis d'une tristesse, mais sans nom, quoi. Ouais, c'est un Grand Prix qui a rarement été folichon depuis qu'il est au calendrier. Folichon. Folichon, ouais. Là, tu nous avais pas dit ça lors de la préparation et tout. Voilà, c'est noté. Non mais après c'est vrai que t'as évoqué le cas d'Imola. Bon alors Imola, on a fait les gros titres. Le responsable du circuit, il est très lucide hein, quand il dit bah voilà, nous on est prêts, on est homologué F1, on pourrait accueillir un Grand Prix. C'est une question d'organisation. Il dit même il y a une phrase qui fait bon bah oui, il va manquer des trucs genre des tonnelles ou genre de choses. Alors je caricature mais c'est un peu ça. Ouais alors on se fera prêter des tonnelles, on s'y brûlera. Mais lui-même le dit qu'il croit pas que ce soit possible et voilà, mais il tente le coup. Clairement, Imola, il essaye de jouer un peu sa chance, mais je pense sur un plus long terme. Mais ça pose surtout la question des possibles remplacements. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'avoir un remplacement? Parce que ça a un impact quand même énorme pour le championnat. C'est comme une course en moins. On y voit du bénéfice, mais ça veut dire c'est moins de rentrée d'argent télé aussi. Enfin, c'est un contrat, ça va poser des questions en termes de contrat. Donc voilà, avoir une solution de secours, ça peut être aussi intéressant. Bah ouais, tous les contrats télé, les contrats sponsors ont été budgétés sur 22 Grands Prix. Là, il y en a 21. Effectivement, ça pose pas mal de problèmes. Et oui, puis c'est pas n'importe quel, c'est pas le Grand Prix de Hongrie. Le Grand Prix de Hongrie, je pense que les sponsors seraient moins regardants. Là, c'est le Grand Prix de Chine. C'est un marché que tout le monde veut impacter. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que le Grand Prix il est reporté. Il n'est pas annulé parce que déjà politiquement, ça serait pas forcément bon. Et puis voilà, si tu l'annules, tu donnes vraiment aucune source d'inspiration pour les sponsors et les différents partenaires qui espèrent du Grand Prix de Chine de pouvoir s'ouvrir sur un nouveau marché. L'Inde pourrait être en remplacement. Il doit être toujours homologué les circuits. Alors je crois que le circuit doit plus être très très bon, en très très bon état. Ah mais c'est sûr que s'il n'a pas servi, qu'il n'a pas été entretenu, oui effectivement. Il me semble que c'est un circuit qui a très mal vieilli et. Mais il y a la Malaisie aussi qui est pas très loin, mais je sais pas s'ils veulent, ils voudraient recevoir la F1 de nouveau quoi. Oui.
Là, j'ai voilà. une petite érection, Spider. Fab aussi, je crois, nous écoutant. Il y a Surtout la Corée. que le circuit a été ménagé pour la nuit, donc ça oui. serait rigolo parce qu'il pleuvrait. Mais Bah, il y a pas mal de circuits sympas qui sont homologués grade 1 et ce serait sympa de revoir des F1. Il y a Istanbul notamment. C'était vraiment c'était un beau tracé. il y avait eu des rumeurs il y a quelques années d'ailleurs d'un potentiel retour de Istanbul. Ouais. Mais moi, j'avoue, les voir à Imola, ce serait un petit kiff aussi, quoi. Ah, Imola et ses murs. Voilà, depuis que j'aime bien. Ça fait combien de temps que ça a arrêté Imola 2006. 2006 ouais. Ah oui, c'était les duels, les deux derniers, c'était les duels Schumacher-Alonso. Ouais, dans le sens inverse. Les duels. Fois. Ouais. Mais c'est justement avec ces duels, on avait vu un peu la limite du circuit, quoi. Ça doublait plus du tout. C'est un circuit qui a pas très très bien vieilli. Alors, il est peut-être aux normes grade 1, tout ce qu'on veut, mais alors, ça doublait pas. Mais la faute à qui Oui, ouais, mais d'un côté, pour remplacer la Chine, on resterait temps sur temps, quoi. Ah non, la Chine, ça dépasse. Tu me diras avec sa longue ligne droite. Ouais, c'est une autoroute, le circuit. Bon, puis la bonne nouvelle, c'est que le 1000e Grand Prix de l'histoire de Ferrari se fera au Grand Prix de France. Je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais oui, c'est une nouvelle. Bah pour les Français qui vont être sur place, il y aura peut-être des petites célébrations et Kinder Surprise, je sais pas. Si le Vietnam ne saute pas. Et j'allais dire, est-ce que vous pensez tais-toi, que le McLovin, Vietnam, circuit qu'on n'a pas encore vu, est-ce qu'il peut sauter lui aussi, quoi? Bah, ça dépend comment se passe la propagation du coronavirus. Et Hanoï, c'est à 300 bornes de la frontière chinoise. Bah ils rouleront avec des masques. Bon, on a Et fini. pour l'instant, en tout cas, l'épidémie est quand même bien endiguée. C'est bien endigué en Chine. Ça va. Il y a quelques cas ici ou là dans d'autres pays, mais c'est vraiment pour l'instant la Chine qui est le plus impactée et une province en particulier au centre de la Chine. Le Hubei. Voilà. On devient des maîtres en chinois en ce moment. Donc c'est vrai que pour l'instant, le Vietnam, la situation est pas catastrophique. Oui, rappelons quand même qu'il y a plus de risques de faire le Grand Prix de France que le Grand Prix de Chine, puisqu'il y a quand même entre 8 et 15 000 morts de la grippe en France chaque année. C'est ça. Soyons tranquilles. Je demande un report du Grand Prix de France. On peut le dire directement l'annuler si vous voulez. Ah mais non, quoique, puisqu'ils ont proposé un nouveau tracé. Oui, inspiré directement des courbes de Éric Boulier. Justement. On en a fini avec le coronavirus. On verra ce que l'avenir nous dit et s'il sera remplacé ou pas le Grand Prix de Chine. Je vais vous énoncer quelques actus comme ça qui concernent plus ou moins les circuits. Et vous allez me dire si après vous voulez revenir dessus ou pas. Alors on a déjà on a eu pas mal d'images du circuit de Zandvoort avec ces tonnes de sable qui sont déversées et ces bankings qui se dévoilent. On a Éric Bouillet qui a été nommé directeur du Grand Prix de France. Grand Prix de France, circuit du Castellet qui a aussi dont un nouveau tracé a été proposé. On ne sait pas encore. Je rappelle que le chômage baisse en France. On ne sait pas à quoi encore il ressemble, mais on verra bien. En gros, pour le Castellet, c'est les S de la verrerie, donc le premier virage, le premier enchaînement du circuit qui serait modifié. Ils vont les ouvrir un peu plus pour qu'on puisse passer plus vite et du coup créer une zone de freinage au virage 4. Ouais. Et puis pouvoir créer une occasion. Mais ils ont bien dit que la chicane dans la ligne droite du Mistral, il n'avait jamais été question de la retirer, tout simplement parce que ça ne créerait pas plus de spectacle dans la mesure où le long virage, qui est le virage de Signe, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. quoi qu'il arrive, c'est pas une opportunité de dépassement. Ah oui, c'est un freinage. Du coup, Ouais, je disais, du coup, en ouvrant les S de la verrerie, en fait, on reviendrait un peu à la configuration d'origine du Castellet, qui était parce que les S de la verrerie, c'était un vrai enchaînement rapide jusqu'à la mort d'Elio De Angelis en 86. Et là, maintenant, c'est plus vraiment des S, quoi. C'est une chicane rapide. Je continue mon balayage des actus. Donc avec l'Arabie Saoudite qui veut avoir un Grand Prix pour 2023. Et on a aussi une réflexion sur l'utilité des motorhomes à l'horizon 2030 pour le plan zéro carbone que souhaite la F1.
Alors, on est revenu un peu sur le Grand Prix de France, enfin, sur le circuit du Castellet. Est-ce que vous voulez revenir sur une des actus que je viens de citer? Moi, juste revenir sur le projet saoudien. Alors, quand on voit les images de synthèse qui projettent de l'endroit, parce que c'est pas juste un circuit, hein, c'est carrément une vallée qu'ils veulent réaménager, ouais, aménager. C'est gigantesque ce qu'ils ont prévu. Donc, les images sont très jolies. Ouais. Bah, c'est surtout que ça me donne une idée du gigantisme du projet et du pognon que ça va coûter. Donc autant vous dire que si jamais il les concrétise, je crois que Abu Dhabi a du souci à se faire pour sa place de dernier du calendrier. Bah, s'ils sont malins, ils font Abu Dhabi l'avant-dernier Grand Prix. Après, ils font le Dakar au départ d'Abu Dhabi, comme ça on reverra Alonso. Et ça se finit ensuite en Arabie Saoudite, où il y aura le Grand Prix. Ah, ne sous-estime pas la capacité d'Alonso de se faire dégager de chez Toyota. Hein. Oui. Je suis pas sec, je suis pas sûr. KTM. En moto. Bah oui. Ah, tu me diras, pour porter son melon, il faudrait peut-être passer de la catégorie camion. Oui. On va encore se faire des amis, je suis désolé. Et sinon, pour les motorhomes, c'est ouais, à un moment donné, il serait peut-être temps ces énormes trucs d'arrêter de devoir les déplacer sur toutes les courses européennes. Quand on voit que les circuits peuvent offrir des hospitalités plus que convenables. Ben c'est ça, ils se sont rendus compte que la moitié des grands prix de l'année, ils les avaient pas et que finalement, ça se passait aussi bien. Ouais, mais alors attention parce que sur les autres circuits, les circuits sont aménagés. En sachant qu'il n'y a pas de motorhome. Là, sur les circuits où il y a des motorhomes, c'est des circuits où, en fait, il n'y a pas d'installation. Donc, ils ont amené les motorhomes pour pouvoir servir de base sur place. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, soit c'est revoir complètement les besoins, mais auquel cas, ça veut dire qu'on va avoir sur tout un tas de nouveaux circuits des bâtiments qui vont servir à rien. Soit on va devoir reconstruire sur les circuits modernes, construire des bâtiments qui sont spécifiques à la Formule 1. Moi, je pense que plutôt que de supprimer les motorhomes, c'est de les rationaliser, peut-être de faire un modèle standard fourni et commun à toutes les équipes, plutôt que de partir dans une suppression, quoi. Je pense qu'il partirait plus sur des espèces des grandes tentes de réception, mais un peu mieux, quoi, qu'ils installeraient à chaque Grand Prix, quoi. Alors, est-ce que ça serait propriété du circuit ou est-ce que ça suivrait les installations à chaque fois? C'est ça qu'il y a à voir. Enfin, depuis quelques années, ces histoires de motorhome, c'était devenu un concours d'ego, un concours de celui qui a la plus grosse, c'était devenu assez ridicule. Oui, et ne pas oublier que c'est Ron Dennis qui a lancé le truc. Oui, absolument. Ce qui était ironique d'ailleurs quand McLaren a tout de suite été la première écurie à approuver la suppression des motorhomes. Que c'est con, on sait très bien que c'est Benjamin Griveaux qui est la plus grosse. En plus. Je glisse un peu d'actualité. Enchaîne, Spider, enchaîne. Et Eric Bouillet, directeur du Grand Prix de France, ça vous inspire quelque chose ou pas du tout? Mais il était quoi juste avant? Il avait pas déjà un... Il était conseiller. Conseiller. De conseiller, machin chouette, je sais plus quoi. Je sais pas trop ce que ça change, mais là il est nommé directeur. Je trouve qu'il est un peu perdu, quoi. Là où il est, je sais pas s'il a pas, je sais pas si on l'appelle pas ou son téléphone est éteint pour autre chose, quoi. Ou c'est peut-être lui qui veut pas. Est-ce qu'on ne recruterait pas dans le SAV? On pourrait essayer. Hein. Peut-être un peu cher, mais il faut pas qu'il soit trop bon en histoire de la F1 par contre, hein, parce que commence à avoir marre. Hein. Le mec, il sera bon en histoire du Grand Prix de France de Formule 1. C'est pas mal. Bon, vous avez pas d'autres actus qui touchent les circuits à quand même, Zandvoort. Moi, je suis un peu inquiet. Parce que je trouve qu'ils font beaucoup de vidéos pour dire ça avance, etc. Alors après, c'est vrai que j'ai des références de circuits qu'on homologuait 6 mois avant. Là, en l'état, on se rappelle, la Corée s'était homologuée le dimanche après le Grand Prix. Bon, voilà. Mais quand même, je pense qu'ils ont fait un énorme chantier. Donc ça risque d'être très beau. Je sais pas exactement ce que ça va donner en vrai. Mais le Grand Prix est au mois d'avril, je crois. Donc ça arrive très vite, quoi. Bah oui, ça fait, je sais pas, 3-4 mois qu'on voit des images qui sont en train de creuser, mettre des dunes et tout. On a l'impression que ça avance pas tant que ça, quoi. Il y a ce fameux banking là qui est quand même
qui fait envie, quoi. On n'a pas vu ça depuis Indianapolis. Hein. Ben, j'arrive pas à le voir le banking en fait, mais c'est ça le truc, c'est que pour moi je vois pas, mais c'est sans doute parce que j'ai pas l'ancienne configuration en tête. Mais t'as pas vu les photos pour du moi virage c'est un virage relevé, mais bah oui, c'est un banking, c'est un virage relevé. oui, non mais on est d'accord, c'est un virage relevé, mais moi quand on parle de banking Indianapolis, j'imagine forcément un truc énorme quoi. Et là, bah, mais j'attends de voir en fait. J'ai pas de, je trouve qu'on en parle beaucoup. Ça va être plus relevé qu'Indianapolis. Hein. Bah oui, non mais c'est ça en fait, c'est plus relevé, mais pour le moment, moi j'attends de voir les images en fait, parce que pour moi je visualise pas en contexte en fait. Oui, mais moi quand je vois les photos, c'est pareil quoi. Moi j'attends de voir qu'il y a une voiture qui roule dessus pour bien me rendre compte. Mais... Après de toute façon les mecs, le virage il est tellement relevé que ce sera pas un virage. C'est comme s'ils prenaient, ils prenaient une ligne droite quoi. Il y aura tellement d'appui avec. Mais il sera même inclus dans la zone DRS, je crois. Ouais. Ouais. Il me semble, ouais. Bah, le but c'était ça en fait, c'est parce que la ligne droite de départ arrivée, elle est pas très très longue du coup, avec en mettant le dernier virage en banking, ça rallonge de fait un peu la ligne droite quoi. Oui, parce qu'on parlait d'Imola, mais je crois que ce circuit, niveau dépassement, oui. Oui. Ça va être mauvais quoi. J'ai vu les courses de Formule 3, ça dépassait pas. Hein. Imagine les courses de F1. Ça va être sympa les consignes chez Ferrari. Allô Sébastien, laisse passer Charles. Je ne peux pas. J'essaye depuis 2 heures, mais je ne peux pas. J'ai beau mettre deux roues dans l'herbe, il n'y a pas la place. Bon, on referme la page circuit. Ouais. Ouvrons la page pilote. Et on va parler des contrats qui se sont signés pendant l'intersaison, notamment les deux jeunes loups de la grille, que sont Verstappen qui a signé chez Red Bull jusqu'en 2023 et Leclerc chez Ferrari jusqu'en 2024. Alors, avez-vous un avis sur ces signatures ? Alors Charles Leclerc, bon, c'est pas sur le fond, c'est pas vraiment surprenant cette prolongation. Hein, c'est le petit produit maison. Il a plus que convaincu pour sa première année chez Ferrari. Donc c'est normal que Ferrari ait cherché à s'attacher ses services sur le long terme. Je suis un peu étonné. Ça va avec une revalorisation aussi. Oui, aussi. Je suis un peu étonné quand même du timing, parce qu'il avait déjà un contrat jusqu'à fin 2022. Donc il y avait vraiment pas d'urgence pour le prolonger. Que là maintenant. Après, je me demande s'il n'y avait pas des clauses en fait. Probable, ouais. Il y avait sans doute des clauses. Il faut quand même se rappeler qu'en début de saison 2019, il y a quand même des rumeurs. Alors après, c'est des rumeurs, mais il y a des rumeurs qui disent que on se fait un peu menaçant du côté de, je crois que c'est Nicolas Todd qui manage Charles Leclerc, et que voilà, on fait comprendre qu'on aimerait que les choses aillent un peu plus facilement dans le sens de Charles. Donc voilà, je pense qu'ils ont, dans les deux cas, ils ont renégocié à la hausse le contrat. Ils ont renégocié aussi quelques clauses, et Ferrari, ils ont, je pense, un peu plus sécurisé le contrat de base, et ils en ont profité pour le sécuriser aussi sur 2 années de plus, je crois. Donc c'est ça, ouais, jusqu'à fin 2024. Hein. Oui, je pense que Leclerc n'a pas le pire des managers du paddock. Ouais, le manager de Massa et de Pastor Maldonado, quand même, ça vend du rêve. Bah, quand tu vois combien de temps Massa est resté chez Ferrari, tu te dis, ouais, il est fort. Je crois qu'il était pas encore son manager. Enfin, il était son manager après être arrivé, je crois. Chez Ferrari, oui, mais il a été son manager jusqu'à ce qu'il parte de la F1. Même, je crois qu'il est toujours son manager. Oui. Bon, Maldonado, c'est un cas désespéré, mais bon, il faut bien une brebis égarée dans l'écurie de Nicolas Todd. Par contre, est-ce que vous croyez que dans Leclerc, dans son contrat, il y avait une clause concernant l'intégration de son frère dans l'académie ouais, Arthur Leclerc. Hein. Ah, mais là c'est plus une académie, c'est une université. C'est-à-dire quel pilote n'est pas chez... Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Et oui, c'est ça. Ils sont beaucoup, il y en a pas mal qui sont là, au moins autant pour leur patronyme que pour leur performance en piste. Hein. Il y a le frère Leclerc, il y a le fils Alesi, il y a le petit-fils Fittipaldi, il y a le fils Schumacher. C'est vrai que tous les noms...
Mais c'est un débat qu'on avait eu ensemble, je crois, McLovin sur Twitter. Ouais. C'est cette filière Ferrari, elle a été créée après l'accident de Massa, parce qu'on là on s'est rendu compte que dans un cas d'urgence comme ça, on n'avait plus de vivier de pilotes, là où la stratégie de Ferrari pendant très longtemps, ça avait été les essais privés qui permettaient de former les pilotes. On s'est rendu compte que effectivement Luca Badoer n'était plus très affûté. Voilà. Donc ils ont créé cette filière-là, ce qui a permis de faire émerger des talents. Et mine de rien, Jules Bianchi, c'est un pilote de la filière. Et un vrai pilote de la filière. Pérez, c'est un peu un cas à part. Charles Leclerc aussi est un vrai pilote de la filière. Lance Stroll a été un pilote de la filière, faut pas l'oublier. Mais c'est aujourd'hui, c'est vraiment un vivier, pas pour devenir titulaire, c'est un vivier sur le long terme, peut-être pour faire nourrir des pilotes. Et puis aussi, n'oublions pas, Ferrari, c'est un constructeur, c'est aussi beaucoup de marketing autour de ça. Lance Stroll, évidemment, il a été chez Ferrari parce que papa était client, papa a ramené de l'argent. Donc voilà, c'est une manière de faire fonctionner le business et d'avoir un petit vivier de pilotes qui permettent d'alimenter éventuellement l'écurie Formule 1, les écuries partenaires, mais aussi les différents programmes où Ferrari est impliqué. Et Ferrari, c'est aussi des événements un peu à travers le monde, etc. Donc voilà, ça mange pas de pain. Et puis surtout, ça les engage pas à avoir un vrai rendement, contrairement à d'autres filières où ils doivent produire du pilote. Eux, ils produisent rien. Moi, c'est pas grave, ils auront trouvé un pilote sur le plateau F1 et puis. Ouais, et puis a priori, Ferrari ne finance pas à 100% tous les volants de ces jeunes pilotes. Par exemple, en Formule 2, c'est un financement partiel. Je sais par exemple que quand Jean Alesi avait commenté le dernier Grand Prix de la dernière course de Formule 2 à Abu Dhabi, il avait expliqué que voilà, il y avait une part du budget qui était amenée par Ferrari, mais il y avait une part du budget que la famille Alesi devait chercher elle-même. Donc voilà, c'est pas du 100% d'investissement. Ouais, donc on peut dire que Charles finance en partie la carrière d'Arthur, si je dis pas de bêtises, à mon avis. Oui, c'est une manière de le mettre bien. Non, mais je parle de le mettre en confiance. Je pense que personnellement, je serais pas surpris que Charles finance une partie de la carrière de son frère. Oui, peut-être. Mais sinon, ouais, il a lui-même bénéficié de l'aide de Jules Bianchi. Enfin voilà, je pense qu'effectivement son frère puis son frère est pas forcément mauvais. Enfin, j'ai pas de connaissance du niveau où il est, mais voilà, effectivement ça peut aider et puis. Ça peut aussi créer les conditions à l'avenir. Pourquoi pas? On a un binôme en MotoGP, les frères Marquez, qui vont être dans la même écurie, et ça amène une sécurité autour du pilote. Donc ça peut aussi être un calcul à terme de dire, moi mon frère je le connais, je sais ce qu'il vaut, etc. Et du coup, peut-être à terme, dans 5-6 ans, l'amener à maturité pour qu'il puisse arriver dans l'écurie, et du coup avoir vraiment un cocon qui soit tout autour de lui, sécurisant, familial, quoi. Voilà, Arthur Leclerc, il a terminé en 2019 troisième du championnat de Formule 4 allemande, qui est un championnat relativement relevé. Il n'a pas une étiquette de petit prodige comme Charles Leclerc, mais bon, il a pas l'air maladroit non plus. Tu dis quatrième, il a fini troisième, il me semble. Troisième pour sa première participation Non, parce qu'en 2018, je crois qu'il était en F4 française, donc c'est sa deuxième année à ce niveau-là. D'accord. Sachant quand même que j'imagine que le niveau allemand est peut-être un peu plus relevé que le français. Ouais, c'est un championnat assez relevé. Alors, je ne veux pas dire trop de bêtises, je ne suis pas un spécialiste des formules de promotion, mais voilà. C'est faudra qu'on l'appelle Fab. C'est un pro du championnat F4. Troisième, s'ils étaient face à des mecs qui étaient là depuis au moins un an avant lui, c'est pas déconnant, quoi. Comme résultat. Déjà, on en a connu qui ont fini moins bien et qui ont réussi à trouver un baquet dans la catégorie au-dessus. Hein. Oui. Il passe pas en F3 d'ailleurs cette année ? C'est bien probable. Hein. Je suis surpris qu'en étant quand même, mine de rien, en étant pilote de la filière Ferrari avec le nom de Leclerc, je serais étonné qu'il n'ait pas trouvé un baquet en F3. Et donc celui qui a remporté le championnat donc, de Formule 4 allemande, là c'est Théo Pourchaire, un petit Français, dont on commence à pas mal à parler. Oui, et en très positif. Absolument, ouais. On va le surveiller celui-là. Et sinon, pour revenir du coup aux deux pilotes à l'origine de la discussion, donc, qui sont Charles Leclerc et Max Verstappen, en fait,
Le problème, c'est qu'on s'attendait avec tous les contrats qui arrivaient à terme à la fin de la saison 2020, qu'on allait avoir une silly saison sur les de malades. Ben en fait, Verstappen et Leclerc verrouillent quand même pas mal, un peu les possibilités de changement, quoi. Ouais, mais alors est-ce que c'est si surprenant que ça, le fait que ça ne bouge pas? Parce qu'en fait, le pilote clé du marché des transferts, c'est qui? C'est Lewis Hamilton. Ouais. Et Lewis Hamilton, est-ce qu'il a envie de bouger? Est-ce que a priori non. Donc la logique, vu que Hamilton va rester chez Mercedes, ça n'a pas été officialisé encore, mais voilà, tous les signaux vont dans ce sens. À partir du moment où Hamilton reste chez Mercedes, logiquement Leclerc reste chez Ferrari et Verstappen lui reste chez Red Bull. Du coup, les deux clés du marché, ça va être Vettel et Ricciardo. Oui. C'était un problème un peu plus surprenant au niveau de Verstappen, quoi, surtout qu'il signe jusqu'en 2023, même si on ne sait pas trop. Ouais, là encore, il y a peut-être des clauses du contrat. Des portes de sortie anticipées. Ça nous a un peu étonné quand on l'a entendu, parce que c'est vrai que ça a verrouillé du coup complètement la grille 2021, que finalement on va pas tant bouger que ça, et peut-être les grilles des années suivantes. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise ou deux, mais effectivement, ça va pas être au point où on aurait pu l'imaginer. Mais c'est vrai que maintenant, sur le marché, là, le pilote sur lequel on va se focaliser, ça va être beaucoup Sébastien Vettel. Hein. Oui, c'est ça. En fait, Vettel, c'est retraite. On a déjà commencé. Oui, il a commencé à y avoir quelques petites rumeurs ici ou là. Ah tous les ans il est à Kitzbühel. Là il y a eu des photos de lui à Kitzbühel et des pilotes toute la galaxie Red Bull qui y était. Helmut Marko qui a un peu surfé dessus après en disant il cherchait à voir s'il n'y avait pas moyen de moyenner. Voilà, c'est... Alors Helmut Marko qui a dit non, pas possible, il est trop cher. Moi j'ai pas interprété ça comme une fin de non-recevoir, mais plutôt comme une manière de commencer à négocier. Tout à fait. Et puis Ricciardo qui déjà commence à dire que il est ouvert aux propositions. Ouais, complètement. Ça va finir par un Vettel chez Renault et Ricciardo chez Ferrari, puis alors du coup le marché de transfert il sera bon. Tout est envisageable pour Vettel. Hein. On peut imaginer qu'il reste chez Ferrari, qu'il reste dans un rôle de second couteau, parce que la soupe est bonne chez Ferrari, mine de rien. On peut imaginer qu'il prenne sa retraite, on peut imaginer qu'il essaie de se relancer dans un autre team. Franchement, tout est ouvert pour l'instant. Et dans les autres teams, on peut très bien imaginer Mercedes. On peut très bien imaginer Renault, on peut très bien imaginer McLaren, on peut imaginer un éventuel retour chez Red Bull. Voilà. Après, pourquoi pas As, mais ce serait quand même là pour le coup c'est une arrière. Mais sur les quatre autres équipes, ce serait du challenge quoi qu'il arrive quoi. Donc complètement ouais. Parce que tu prends McLaren, mine de rien l'année prochaine c'est un moteur Mercedes. S'ils ratent pas leur voiture avec un pilote comme Vettel, un petit jeune à côté, ça peut être aussi intéressant. Ça peut être un challenge. Ouais, on a envie McLaren de voir. Moi je pense que si McLaren veut passer un cap, il faut un gros pilote. Enfin, je sais que Sainz et Norris sont très populaires, mais je trouve que c'est un petit peu léger pour le très très haut niveau. Oui. Disons, je pense que s'ils ont moyen de récupérer un pilote. Ouais, c'est ça. S'ils ont l'opportunité de signer un Vettel, McLaren, je pense qu'ils vont pas réfléchir longtemps, quoi. Après, ça va dépendre de la saison de Vettel. Si Vettel fait une bonne saison, soit il sauve sa place chez Ferrari, et même admettons il sauve pas sa place, il va être très cher. Parce que voilà, ok, sa cote elle a baissé ces 2 dernières années, mais s'il fait une bonne saison, sur le marché des transferts, ça restera un quadruple champion du monde qui a un très bon niveau et donc du coup qui est très cher. S'il fait une saison dans la lignée des 2 dernières saisons, sa cote elle va baisser et si lui veut rester et qu'il est plus en honneur de santé chez Ferrari, il y aura potentiellement pour les écuries une manière de négocier et là McLaren et Renault peuvent très bien avoir des éléments pour pouvoir négocier pas cher quoi. Le seul truc que j'arrive pas à sentir chez Vettel, c'est jusqu'à quel point il est prêt pour rester en F1. Parce qu'il a quel âge maintenant, 34 ou un truc comme ça? Oh, moins que ça, il est de 87 32. Donc il fait 33 cette année.
33 cette année. Ouais, tu me diras, il a encore quelques belles années, mais est-ce que il veut rester en F1 au point de j'ai envie de dire de signer chez As, ou s'il fait pas une bonne saison et qu'il a pas de bonne offre, il dit bon, tant pis, je prends ma retraite. Bah, il a souvent laissé entendre dans ses interviews qu'il n'était pas prêt à rester à tout prix. Ouais, mais entre dire et... Oui, je suis d'accord. Tu vois, la question, c'est est-ce que c'est entre un Rosberg et un Barrichello, où est-ce qu'il se situe, quoi? Mais est-ce qu'il faut prenons l'exemple de Raikkonen, hein. Oui, on qui aurait imagine pas misé rester. sur le fait que Raikkonen serait encore en Formule 1 en 2020, quoi. Il y a 12 ans, il est champion du monde, tout le monde se dit, bon, bah voilà, il est champion du monde, il a atteint son objectif, et pourtant, voilà, ça a surpris tout le monde qu'il signe un contrat de 2 ans chez Sauber, donc pourquoi pas imaginer aussi. Vettel peut aussi avoir cette dimension, il aime tellement l'histoire, le sens de l'histoire, que pourquoi pas aller travailler avec un mine de rien, mais c'est tout con, mais avec des marques genre Aston Martin, etc., et essayer de construire quelque chose. Il aura échoué chez Ferrari, mais il essaiera de construire autre chose. Voilà, je pense que le vrai challenge aujourd'hui pour lui, c'est effectivement le bail à long terme des 2 pilotes, Charles Leclerc et Verstappen, qui ferment forcément, et qui, au-delà de fermer des portes, entérine quand même plus ou moins la hiérarchie des équipes des 5 prochaines années. On sait très bien, même s'il y a changement de réglementation, qu'on va retrouver à peu près les mêmes aux avant-postes, et donc ça veut dire que là, pour le coup, Vettel, il va devoir être dans une équipe, soit une équipe de second plan, soit dans une équipe où il ne sera pas le pilote en place depuis le plus longtemps. Alors, sauf s'il reste chez Ferrari, mais s'il va chez Mercedes ou s'il va chez Red Bull, il y a des coques dans la basse-cour, et il va devoir se greffer à ça. Mais ça peut aussi être un challenge intéressant qui le remotive. Donc, après, je pense que de toute façon, sa première option, ça reste quand même de rester chez Ferrari. Oui, même si Leclerc est plus rapide, il restera pour filer un coup de main, je pense. Surtout qu'un pilote du calibre de Vettel, Ferrari a quand même l'écurie qui réfléchit à 2 fois avant de le dégager. Ouais, je ne vois Ferrari mettre Vettel dehors que si, par exemple, il arrive à signer Hamilton. Je vois pas d'autre raison pour Ferrari de pas signer Vettel, quoi. Et ben, tu vois, en fait, moi je pense que Hamilton, Ferrari, ils sont pas du tout dessus. Je pense que la seule raison qui peut pousser Vettel dehors, c'est Ricciardo. Parce que là, pour le coup, il y a un équilibre. Je pense que c'est d'ailleurs le signal qu'ils envoient en signant Leclerc sur le long terme. Ils envoient la volonté Leclerc, c'est le Champions Project des années à venir. Donc voilà, à côté, soit ils vont garder Vettel, soit ils vont mettre un autre pilote qui sera un peu dans la même mouvance. Mais si c'est pour mettre Hamilton, enfin, moi je suis quand même je suis dubitatif. Je peux me tromper, mais j'ai pas le sentiment que ce soit une piste sérieusement envisagée par Ferrari. Tu crois que s'ils n'ont pas l'occasion de signer Hamilton, ils le signent pas, Ferrari? S'ils le signent, c'est à 60-70 millions la saison, quoi. Sincèrement, j'y crois pas du tout. C'est pas grave, il n'y aura pas de... Les salaires ne rentreront pas dans le budget. Uniquement dans l'hypothèse qui est pas vraiment d'actualité d'un retrait de Mercedes. Si Mercedes s'en va, il faudra bien qu'Hamilton trouve un point de chute quelque part. Mais sinon, je vois mal Ferrari faire la surenchère pour piquer Hamilton à Mercedes. C'est plus un scénario que j'imagine. Moi non plus. Après, je t'avoue que moi, j'ai du mal à voir Hamilton partir ailleurs quitter Mercedes. Bien sûr, si Mercedes reste, mais bon, après ça, on peut... Oui, tant que Mercedes reste, Hamilton restera. Je pense qu'il est tellement bien dans cette écurie... Oui, bien sûr. Et je serai à sa place, je n'irai pas y voir ailleurs, quoi. Oui, cette histoire d'Hamilton chez Ferrari, c'est un peu un fantasme de fan, mais il faut se mettre à la place d'Hamilton, quoi. Il a tout chez Mercedes. Il a la voiture performante, il a le salaire, humainement, il est bien, quoi. Il a une écurie qui... Et la Bottas. Oui, non, puis il y a une écurie qui comprend parfaitement son mode de vie, qui l'emmerde pas. Il peut aller à droite, à gauche, aller à des défilés de mode, à des concerts et revenir la veille du Grand Prix. Personne lui dit rien. Enfin, franchement, il a aucune raison de bouger, Hamilton. Et puis en plus, il a le coup de poker, le coup du pari, lui, il l'a déjà fait en allant chez Mercedes en 2013, quoi, en quittant McLaren. Oui, ça, c'est fait dans sa carrière. Donc, ouais. La notion de pari, quand même. Oui, on dit ça maintenant, mais on le disait pas à l'époque, quoi.
On le disait pas à l'époque, mais je pense qu'on avait tort de pas le dire à l'époque. C'est-à-dire que, ok, il quitte McLaren, mais quand on regarde, en fait, on le dit pas à l'époque parce qu'on est dans l'époque et qu'on regarde les choses. Maintenant qu'on a un peu plus de recul, la réalité quand même, c'est que McLaren c'était un peu sur le déclin, c'est que Mercedes se réengageait et très clairement se préparait le désengagement de chez McLaren. Voilà, donc finalement, il a fait que continuer. Enfin, moi, c'est mon parti pris, c'est de dire que sur l'échelle du risque, il a pris un risque qu'il connaissait bien, il est resté chez le même constructeur, dans une écurie qui en plus était quand même championne du monde et avait des ressources dont il connaissait, des hommes qu'il connaissait, donc voilà. Moi, voilà, c'est pas un pari complètement insensé, quoi. Même si c'est vrai que comptablement à l'époque, McLaren ça envoie plus du rêve que Mercedes, et les premières saisons de Mercedes c'était pas terrible, mais c'était vraiment un pari sur le long terme. Les 2 dernières saisons de la réglementation des V8, on pressentait bien que Mercedes ils avaient de l'avance sur tout le monde. Et que voilà, les bruits de paddock quand même se faisaient entendre dans cette direction-là. Donc je pense mais c'est la force des champions, c'est d'aller là où à un moment donné ils ont l'opportunité d'aller. Et le dernier vrai risque, enfin j'ai du mal à dire que des pilotes aient pris des gros risques. Vettel, quand il quitte Red Bull, il sait qu'il arrive à la fin d'un cycle, il a besoin de quelque chose de nouveau, il va chez Ferrari, c'est pas un risque énorme. Peut-être Alonso quand il part pour aller chez McLaren, mais là encore il part parce que ça marche plus chez Ferrari, il a plus d'énergie, il a plus rien, donc à un moment donné il faut partir, il a pas d'autre choix que de partir, donc il prend cette option là et il prend McLaren parce qu'il a pas d'autre option. Des pilotes de ce calibre là qui prennent des risques, moi j'y crois pas en fait. Moi, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je faisais partie de ceux qui, quand Hamilton a signé chez Mercedes, trouvaient que c'était un choix qui était totalement cohérent. C'était parce qu'effectivement, oui, McLaren venait de perdre Mercedes, c'était une écurie qui était sur la pente descendante. Non, c'était totalement cohérent. De toute façon, de manière générale, je te rejoins, Dino. Cette notion de pari, moi, de risque, j'y crois pas trop, quoi. Même Schumacher, quand il part de chez Benetton pour aller chez Ferrari, c'est cohérent également. Donc, alors, pas que sportivement, mais aussi dans une logique marketing. Voilà, Benetton, c'est une écurie qui était devenue trop petite pour lui. Chez Ferrari, il allait prendre une dimension supérieure. C'est pas, voilà, moi j'y crois pas. Moi, c'est la notion de, on prend un risque, on fait un défi pour l'histoire. Non, c'est toujours guidé par des choix très 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 rationnels. Hein. Très bien. On a fini avec les deux pilotes principaux qui ont re-signé. Donc je vais vous avancer des actus comme ça qui concernent les pilotes et puis on réagit après si vous le souhaitez. Donc on a eu pendant l'intersaison, on a quand même eu la titularisation de Latifi chez Williams, donc qui était quand même pressenti. On a Stoffel Vandoorne qui devient 3e pilote Mercedes, qui revient en F1 par la petite porte. Robert Kubica qui est pilote de réserve Alfa Romeo, qui ramène son gros sponsor et qui commencera aussi les essais, sera le premier à piloter l'Alpha durant ses essais hivernaux. Et on a aussi Hamilton qui a été élu sportif de l'année hier ou avant-hier, je crois. Alors, il est ex aequo avec Messi, donc il est demi-sportif de l'année quand même. Avec Messi, oui. Alors quand tu dis que Robert Kubica ramène son sponsor chez Alpha, alors c'était le cas avec Williams l'an dernier. Cette année, je me demande si c'est pas un petit peu l'inverse, si c'est pas plutôt le sponsor qui ramène Kubica dans ses valises. Effectivement, oui. Alors une petite nuance, mais parce que effectivement, ce coup-ci, c'est pas juste un petit sticker sur la combinaison, c'est vraiment sponsor titre, PKN Orlen, et puis c'est un contrat sur le long terme, et je pense pas que Robert Kubica soit amené à rester sur le long terme chez Alfa Romeo, parce que bon voilà, il est plus tout jeune, il représente pas vraiment l'avenir de l'écurie, donc je pense que là c'est vraiment PKN qui s'engage sur le long terme chez Alpha et voilà, pour faire bien, ils ramènent Kubica dans leur valise, mais je pense qu'ils vont le lâcher en cours de route. D'ailleurs, l'idée de PKN Orlen, c'est de
avec Sauber de créer une sorte d'académie pour les jeunes pilotes polonais. Là, ils vont créer un truc en karting, là, les petits jeunes. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment de préparer l'avenir, les pilotes polonais de demain et de pas forcément s'éterniser très longtemps avec Robert Kubica, je pense. Kubica qui va faire des thèmes chez Art, je crois qu'il l'a signé. Ouais, c'est ça, chez Art. Latifi, c'était une surprise ou pas pour vous? Non. Tout le monde le voyait venir gros comme une maison. Ouais. Van Dorn qui revient. Bah, c'est pareil, il est dans l'écurie Mercedes de Formule E. Et en plus, je crois qu'ils avaient été... il a réintégré le giron Mercedes juste après son départ de chez McLaren. Donc, Oui, de toute façon, je pense qu'il ne pourra pas être moins bien traité par Mercedes que par McLaren. Parce que mine de un rien... beau gâchis à Van Dorn. Ouais, parce que mine de rien, je pense qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais McLaren traite bien ses pilotes. Mercedes, pardon. Mercedes traite bien ses pilotes. ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il les traite bien. Il y a beaucoup de discours et voilà, maintenant... Sur Bottas, il y a quand même régulièrement une certaine pression sur Bottas et j'ai pas le sentiment qu'on traite bien Bottas chez Mercedes. Après, il a un baquet chez Mercedes, donc il est bien traité, hein, mais voilà. Et puis, mine de rien, Ocon, bon, c'est bien, on le laisse partir, mais voilà, je suis quand même assez marqué là par une discussion récente de Toto Wolff qui parle des pilotes d'avenir et qui dit que il y a George Russell et puis il y a Esteban Ocon, bon, qui est plus dans la famille mais qui est un cousin, quoi. Ouais, à un moment donné, c'était pas le même discours il y a 3 mois, enfin il y a même plus ça, il y a 4-5 mois quand on nous a officialisé Ocon. Donc voilà, moi je trouve quand même qu'avec les pilotes, c'est une écurie qui connaît et qui maîtrise les pilotes et qui sait ce dont ils ont besoin et qui très clairement a un pilote qu'elle gère très bien et qu'elle maîtrise très bien, qui est Lewis Hamilton, qui gère aussi très bien son équipe. Maintenant, voilà, je pense que globalement, je trouve qu'on a une vision un peu idéale de Mercedes dans la gestion des pilotes. La gestion des pilotes est pas aussi bonne que ça, je trouve, chez Mercedes. Je ne sais pas si Pascal Wehrlein a gardé un très bon souvenir de son passage. Ah oui, pardon. Autant pour moi, j'avais oublié le cas Wehrlein, donc je retire ce que j'ai dit. J'étais trop long. T'as été efficace, McLovin, c'est bien. Prends de la graine, Dino. Prends-en de la graine. Non, mais Stoffel Van Dorn, moi je trouve que c'est vrai. J'ai un regret pour ce pilote. Je pense qu'il valait mieux que ce qu'il a montré. J'aimerais bien qu'il ait une seconde chance. Je ne sais pas s'il l'aura. C'est peu probable. Mais bon, c'est dommage. Bon, après, des pilotes du giron Mercedes comme pilote de réserve, c'est Van Dorn est le choix logique. C'est un pilote encore en activité qui a fait déjà de la Formule 1. Ils ont Gutiérrez aussi, je crois, dans leur giron. Je ne sais pas très bien ce qu'il fait là, mais il est là. Non plus. Je crois que Gutiérrez non plus, il sait pas ce qu'il fait là. C'est lui qui s'occupe de faire quand ils font des shows et tout ça, je pense que c'est lui qui fait. Ah, je croyais que tu allais dire c'est lui qui fait les cafés. Oui, c'est ça. Bon, vous avez envie de parler d'autres actus qui touchent les pilotes? Non. Fernando Alonso? Ah putain. Non, je déconne. Quelque chose à dire sur Alonso? Ah, non, mais il a vraiment envie de revenir. Il a vraiment envie de revenir. Hein. Oui, il a surtout ravalé son GP2 Engine. Avec ça, c'était bon quand même. Ah, ça c'était quand même magique. Parce que le mec, il fait quand même, il ravale le GP2 Engine. On sent bien pourquoi il le ravale. Hein. C'est parce qu'il y a des négociations avec Andretti pour l'Indy 500. Bon, donc il faut essayer d'adoucir un peu Honda. Et mais non, 24 heures après, Honda qui fait une fin de non-recevoir. Le mec s'est excusé pour rien. C'était juste magique, quoi. C'était méchant, mais ça a fait mon week-end. Il a poussé Honda à bout et... Le karma. Le karma. Et Fernando Alonso qui dit qu'il est prêt à revenir en F1, bien sûr. Ouais, son discours a évolué depuis quelques mois. Il y a quelques mois, c'était oui, je sais pas, peut-être, en fonction du règlement. Maintenant, c'est je veux revenir en Formule 1. Oui. Mais c'est bien, c'est que il y a que le moteur à trouver et l'écurie à construire. Oui, c'est ça. En dehors de ça... Ça, je sais pas. Ça m'énerve bien bouché. Quoi. Personne n'en veut. Ouais, je pense. Déjà.
Franchement, je vois pas où. Déjà, les écuries sont complètes et ont toutes leurs baquets pris, et avec pour la plupart des écuries en plus des pilotes prêts à arriver en F1, qui veulent amener en F1. Donc pourquoi prendre un mec qui a pas fait de F1 depuis plusieurs années? Et en plus, c'est Alonso. Il a laissé des traces. On le sait. Chez Renault, chez Ferrari, chez McLaren, toutes les écuries où il est passé. En troisième pilote Mercedes. Chez Mercedes aussi, il a laissé des traces, vu qu'il était au cœur du scandale du Spygate à l'époque de McLaren Mercedes. Donc, partout, il a laissé des traces. Donc, je crois qu'il y a aucune. Mais je crois que c'est pas Horner ou Marco de chez Red Bull qui avait dit que de toute façon, profil d'Alonso, ils en voulaient surtout pas. Il me semble, parce qu'ils ont dit que quand on voit comment ça s'est passé ailleurs, on va pas prendre le risque. C'est surtout que s'il revient Alonso, là où il a le plus de chances de revenir, c'est dans une écurie qui sera prête en fait et qui aura besoin. On peut penser par exemple à Aston Martin en 2021. Peut-être que là effectivement à Alonso à côté de Stroll, ça peut envoyer quelque chose. Mais pour faire quoi? Enfin, là on est dans la Formule 1.8 quoi, donc qui sera peut-être redevenu la 1.5 en 2021. Est-ce que lui, ça va l'intéresser? C'est ça le truc, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est revenir à ses conditions, mais aujourd'hui, c'est clairement pas lui qui a la main. On l'a vu avec les pilotes. Aujourd'hui, le marché, il est fermé. À part un accident et encore, même s'il y a un accident, aujourd'hui, il y a des pilotes parce que on a sécurisé des gros pilotes, mais il y a quand même mine de rien Ricciardo, Bottas qui sont sur le marché, etc. Donc, il peut y avoir du mouvement parmi ces pilotes-là et qui aujourd'hui représentent quand même par rapport à Alonso peut-être plus des situations, enfin des solutions rassurantes pour une écurie, quoi. Puis l'an prochain, il aura 40 ans, quoi. C'est pas, il rajeunit pas le PPR. Hein. Ouais, après, il est toujours plus jeune que Raikkonen. Ouais, enfin bon, Raikkonen, c'est pas non plus... il a plus sa pointe de vitesse de ses 25 ans. Hein. Ah, c'est vrai. Et puis, ça fait... Ouais, je crois qu'il a plus couru sur circuit depuis les 24 heures du Mans, donc en juin dernier. Hein, depuis, il a juste fait quelques pâtés de sable là avec son Toyota. Cette année, je sais même pas ce qu'il va faire, parce qu'Indianapolis, c'est pas certain qu'il trouve un volant. Donc ça risque d'être une année blanche. Revenir comme ça à 40 ans après une année blanche... Bon, humainement, Alonso, c'est un type que j'ai jamais apprécié, mais voilà, j'ai toujours reconnu son immense talent. Mais sa pointe de vitesse, elle n'est pas éternelle non plus. Donc là, il a de moins en moins d'atouts dans son jeu. Il en avait déjà pas beaucoup, mais le peu qui lui restait, il est en train de les perdre. Donc ouais, franchement, je vois vraiment pas comment il pourrait revenir en Formule 1. Effectivement, s'il y avait une place à prendre, ce serait peut-être chez Aston Martin. Peut-être qu'il voudrait avoir un pilote de renommée, pour faire de la com, quoi. Et puis je pense qu'Alonso, ce qu'il cherche aussi, c'est faire de la com. C'est-à-dire qu'Alonso, il a besoin, mais c'est aussi pour ça qu'il papillonne et qu'il va dans toutes les directions. Il va dans toutes les directions pour montrer que, bah oui, c'est l'Indy 500, c'est le Dakar. Bientôt, il ira faire la NASCAR, vous allez voir. Enfin, il ira un peu partout en fait pour montrer que c'est le pilote le plus complet, que il a pas eu, il a joué de malchance en Formule 1. Quitte même peut-être aujourd'hui, je pense qu'il peut être aussi dans une posture de dire, mais moi je veux revenir en Formule 1, vous voyez, je fais tout ce qu'il faut à côté, je suis toujours fit, et c'est vrai que par exemple il fait un assez bon Dakar, même s'il a fait des bêtises de débutant et voilà, mais il fait un assez bon Dakar, il montre un bon rythme, donc c'est de montrer, voilà, c'est d'entretenir le mythe Alonso de son rythme, de sa pointe de vitesse, et en même temps d'avoir une posture envers la Formule 1 qui est de dire, bah moi je veux y retourner, moi j'ai envie, mais en fait c'est les autres qui veulent pas de moi, c'est les écuries qui veulent pas de moi, et au final c'est de réécrire un peu toute la légende Alonso en disant, mais j'aurais pu être le plus grand champion du monde de l'histoire de la Formule 1, sauf que, bah voilà, c'est la Formule 1, c'est certaines écuries qui m'ont boudé. Je pense qu'il y a aussi chez Alonso un peu cette volonté d'écrire un peu sa fin de carrière, un peu dans cette idée-là, quoi. Ouais. En attendant, j'arrive à le trouver l'histoire Alonso à la Formule 1 plus pathétique sur la fin que celle de Barrichello. Et c'est pas peu dire. Parce que j'ai eu quand même beaucoup de sympathie, toujours eu beaucoup de sympathie pour Barrichello, alors que Alonso, mais ça fait longtemps que j'en ai plus.
Non, et puis c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Barrichello, il y a ce côté sympathique parce que c'était le mec qui s'accrochait, mais on sentait qu'il avait de la passion et c'est effectivement le mec qui avait plus sa place en Formule 1. Alors que Alonso, on sait très bien que encore aujourd'hui, il aurait sa place en Formule 1 en termes de talent, il aurait ce qu'il faut. Mais c'est juste que la problématique, c'est qu'il est plus en Formule 1, mais parce qu'il détruit tout ce qui passe. Donc en fait, c'est le mec a l'intelligence et a la compétence pour être en Formule 1 encore aujourd'hui. Moi, j'en suis convaincu. Et même en 2021, il l'aurait à 40 ans. Pour moi, j'ai aucune inquiétude sur ça. Sauf que la problématique, c'est que le mec s'accroche alors qu'il sait qu'il est grillé, en fait. C'est ça qui est pathétique, en fait. Là où Barrichello, il y avait un côté pathétique, mais aussi un côté touchant. C'était le mec qui voulait pas voir la réalité. Mais là, Alonso, c'est même plus la réalité qu'il veut plus voir, quoi. Alonso, c'est le Attila de la F1. Là où il passe, les écuries trépassent. Oui. L'herbe ne repousse plus. Bon, fermons le dossier Alonso et le dossier pilote. On aura l'occasion de le rouvrir. Voilà. Ah oui, parce que Alonso va parlé... pas manquer de l'ouvrir, lui. Pardon. On a parlé justement d'Aston Martin. Donc on va aborder le point 2021 et au-delà. Donc justement avec Racing Point, qui va devenir Aston Martin en 2021 après le rachat par Lawrence Stroll et son consortium d'investisseurs là de la marque Aston Martin. Donc qui revient en F1 en 2021. Alors c'est pas un rachat, hein, ils sont rentrés fortement au capital, ce qui font maintenant ils sont majoritaires. Non, ils sont... mais c'est pas. Alors, non, ils sont pas majoritaires, c'est juste le plus gros actionnaire. Voilà, mais c'est ça. En fait, ils ont le plus de poids, mais c'est pas un rachat, c'est-à-dire que l'écurie, enfin le constructeur ne leur appartient pas aujourd'hui. Ils ont juste le plus de parts, quoi. Oui, et pour préciser, c'est pas Lawrence Stroll qui a fait cette opération, c'est le consortium à la tête duquel il est, qui a racheté l'écurie Racing Point, qui a investi qui a racheté une vingtaine de pourcents, je crois, des actions d'Aston Martin et qui va injecter des liquidités. Ouais. Et réciproquement, ce n'est pas non plus Aston Martin qui rachète Racing Point. Non. Aston Martin va donner son nom à l'écurie, va faire un peu office de super sponsor, un peu comme Alfa Romeo et Sauber. Exactement. Bon, après, c'est cool. Oui, c'est cool. Oui, ça c'est va un nom faire prestigieux. D'ailleurs, ça nous parle plus que Racing Point. D'ailleurs, j'ai vu un article, j'ai trouvé que c'était presque touchant. C'était de Vijay Mallya qui disait bravo à Lawrence Stroll, il a réussi à faire ce que moi je voulais aboutir à faire, c'est alors de faire de son écurie une écurie d'usine entre guillemets, mais du coup qui va porter, il y aura un vrai lien fort entre l'écurie et un constructeur automobile réputé. Et je trouvais très classe la déclaration de Vijay Mallya où on le sentait pas aigri dans ses propos. Au contraire, on disait bien parce qu'il a, on sent il est content que son bébé vive et avance sur le chemin sur lequel il avait mis, quoi. Alors, ouais, après c'est peut-être aussi un moyen de se remettre dans l'histoire de cette écurie. Voilà, du coup, le sous-texte, c'est aussi un peu, finalement, il a poursuivi mon œuvre, il a eu les moyens de faire ce que moi je voulais faire au début. Moi, les liens avec Aston Martin, pour le moment, on est vraiment sur du marketing, parce qu'Aston Martin, potentiellement, c'est surtout un programme en endurance, en hypercar, où là, par contre, il y a des liens qui est stoppé. Ah, qui est stoppé? Ouais, on a appris ça aujourd'hui. Donc le projet Valkyrie là en WEC s'arrête. Enfin, s'arrête avant même d'avoir commencé. Donc je pense que c'est la première conséquence du lien entre Aston Martin et Racing Point. Après, c'est pas étonnant. C'était un programme qui allait coûter très cher pour une entreprise qui commençait à avoir de grosses difficultés financières, que les nouveaux actionnaires dans lesquels ils vont injecter plusieurs centaines de millions. Et ce consortium est aussi propriétaire d'une écurie de F1, donc que Aston Martin, que du coup ils réorientent
ne serait-ce que réorienter certains investissements côté sportif dans Aston Martin sur la F1 est logique, et du coup que le programme du Mans en pâtisse, ça me choque pas. C'est malheureusement les aléas liés à l'actionnariat, mais c'est pas déconnant non plus. Oui, c'est un petit constructeur Aston Martin, ils peuvent pas être partout, c'est sûr. Après, ils avaient quand même possibilité de bien jouer leur chance, parce qu'ils avaient quand même une certaine avance visiblement dans le programme. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dommage d'arrêter un programme. Bon, aussi parce qu'il y avait des liens. Hein, la Valkyrie, elle est faite en lien. Elle a été faite en lien avec Red Bull. Donc c'est aussi pour ça que ça se coupe, c'est que ces liens-là se coupent. Le lien avec Red Bull va s'arrêter à la fin de l'année. Mais pour le coup, c'est logique. Oui, dans la logique des investisseurs actuels, mais c'est quand même la logique des investisseurs actuels, il faut quand même la questionner. Les mecs, ils ont le constructeur a beaucoup investi sur un championnat où ils avaient potentiellement des chances quand même de pas faire de la figuration. Au final, ils ont arrêté ça pour aller tout investir dans un championnat où ils vont faire que de la figuration. Non, mais attends. Ils ont rien investi dans le championnat hypercar d'endurance. La Valkyrie, elle a été lancée, elle a commencé à être conçue, que le règlement, il n'était pas encore rédigé. Hein. Ils commençaient à y réfléchir. Non, la Valkyrie, c'est un vrai projet de voiture de route. Ça, à la base, ça n'a aucun rapport avec un quelconque programme en endurance. Hein. C'est juste que aujourd'hui, ils se sont engagés quand même sur l'endurance. À un moment donné, ils ont aussi cette réglementation hypercar. Elle s'est aussi fait parce qu'il y avait potentiellement cet acteur-là. Donc c'est ça aussi. Évidemment qu'ils ont fait la Valkyrie et que ça restera une voiture qui marchera bien, etc. Sauf que tu te prives quand même du Mans. Tu te prives d'un moyen de faire de la com et de montrer finalement que tu as une des meilleures voitures au monde peut-être. Tout ça pour aller investir dans la F1 qui est peut-être plus impactant en image de marque, mais j'en sais rien. Mais où tu feras pas beaucoup. Enfin, en termes de communication, moi je suis quand même très dubitatif. Quoi. Je sais pas. Aston Martin, ils ont besoin d'un rayonnement en dehors de James Bond, parce que mine de rien, actuellement, c'est le seul rayonnement qu'ils ont à l'international, Aston Martin, la franchise James Bond. Et je pense que la F1 est une meilleure vitrine pour faire parler de la marque que de l'endurance. Mais en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que les deux étaient possibles. Ils pouvaient très bien poursuivre leur effort en endurance et avoir des résultats sportifs, parce que dans les faits, qu'est-ce que fait Lawrence Stroll ? Il s'achète juste, il investit dans Aston Martin juste pour acquérir le droit de communiquer avec Aston Martin et donner le nom de son équipe. C'est pas pour autant qu'il y aura plus d'argent qui va arriver, parce que ça reste qu'Aston Martin et que les moyens ils vont rester très limités, et l'écurie de F1 va fonctionner essentiellement sur les moyens de Stroll et du consortium F1. Donc en fait c'est juste le badge qu'ils se sont achetés et qu'ils vont pouvoir utiliser. Pour moi ils pouvaient très bien faire les deux programmes ensemble. Alors après je suis pas dans le secret du fonctionnement et des recettes, mais je trouve que c'est un peu dommage de passer. Alors après c'est Aston Martin, hein. Le programme sportif a non plus jamais été leur grande priorité. Ils ont essentiellement tout le temps fait du marketing. Donc voilà. Mais moi personnellement, je trouve que c'est un peu dommage et que ça envoie un mauvais signal. C'est-à-dire que ça envoie le signal quand même que les nouveaux investisseurs sont pas là pour faire pour relancer un constructeur et lui redonner une dynamique, mais sont là simplement pour utiliser l'image et véhiculer l'image d'Aston Martin et faire de la com. Non. Ben moi, c'est le sentiment que j'ai. Ben le problème, c'est que justement, moi je suis pas d'accord, parce que quand tu lis les articles qui ont été faits justement suite au rachat des actions par ce consortium, le truc il indique que le consortium va injecter, si je dis pas de bêtises, 400 millions de dollars dans Aston Martin, mais pour développer
parce que c'est ce qui cruellement fait défaut chez Aston Martin, pour développer les futurs modèles de route, parce qu'à un moment donné, si des voitures de 10 ans, ça se vend plus. Il faut renouveler les modèles. Et je pense que du coup, pour moi, c'est là où, à mon avis, Aston Martin a eu les yeux plus gros que le ventre en annonçant sa participation au programme d'endurance, parce que c'est un truc qui doit coûter minimum, rien sans compter les développements de la voiture, tu dois être à 80 ou 100 millions la saison. Non, alors qu'ils n'avaient pas les sous. Pour moi, ils n'avaient pas les sous, ils auraient jamais dû annoncer ça. Là, le consortium, il vient investir, et clairement, il l'investit dans la marque. Il est pas là juste pour pouvoir utiliser le nom. Il l'investit. Apparemment, clairement, ils investissent dans la marque. Lawrence Stroll, il rachète pas 20% d'Aston Martin pour utiliser le nom. C'est un businessman, il veut faire. Alors oui, peut-être qu'accessoirement utiliser le nom, c'est peut-être, on va dire, le but ultime. Mais pour pouvoir utiliser le nom, il faut que le nom il y ait quelque chose derrière. Et je pense que c'est pas fait n'importe comment, oui. comme il a racheté. Sauf qu'on est d'accord que là ils vont mettre 400 millions dans du développement. Qu'est-ce qu'ils vont développer comme voiture ? Des voitures de route. Oui, mais des voitures de route. Mais oui, mais ils vont pour vendre. Ok, mais ils vont développer juste des déclinaisons des voitures qu'ils font déjà. Avec 400 millions, c'est tout ce qu'ils vont faire. Alors que par contre, ils pouvaient vraiment développer potentiellement sur Le Mans avec des choses qu'ils ne pourront pas faire avec la Formule 1. Donc, évidemment qu'ils viennent et qu'ils promettent qu'ils vont... De toute façon, tous les mecs qui rachètent des constructeurs, à un moment donné, ils viennent en promettant qu'ils vont revoir le fonctionnement. Et je suis d'accord avec toi. Le choix, il est... Il y a une logique derrière. Hein. C'est un choix, à un moment donné, tout comme on a eu la rumeur Renault. Mais à un moment donné, Renault va réfléchir son engagement. C'est contradictoire avec ce qui était décidé il y a 2 ans. C'est pas grave. Les nouveaux ils arrivent et les nouveaux ils changent et ils font ce qu'ils veulent. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, là on parle que de 400 millions d'euros chez un constructeur automobile. C'est pas énorme. Donc moi, oui, ils vont développer peut-être de la vente, mais en fait, ils vont développer de la vente, c'est-à-dire qu'ils vont faire des déclinaisons de modèles, les différentes Vantage, etc. Ils vont les améliorer, utiliser de nouveaux matériaux, mais enfin, pour moi, ils vont pas relancer une vraie dynamique de constructeur. Alors. Ils vont surfer plus que jamais sur l'image de Bond. Avec 400 millions, sachant que maintenant Aston Martin ne conçoit plus ses moteurs puisqu'ils prennent des moteurs chez AMG. Avec 400 millions, je pense quand même je pense que tu dois pouvoir développer une nouvelle voiture depuis zéro. Non, pour moi, c'est vraiment un investissement au niveau d'Aston Martin, clairement. Et puis, ne pas oublier. Attends, ne pas oublier, c'est qu'un programme en endurance, c'est un investissement plus de communication qu'autre chose. Un investissement pour vendre dans des conceptions de voitures de route, c'est un investissement pour que derrière, potentiellement, tu vendes les voitures et ça fasse rentrer de l'argent. C'est pas du tout le même investissement. Mais en fait, sur ça, je suis d'accord. Mais en fait, cette décision, pour moi, elle entérine le fait que Aston Martin, aujourd'hui, c'est un nain en termes de constructeur. C'est un constructeur qui va faire ni plus ni moins que ce que faisait Caterham ou des constructeurs de ce type-là, ou alors, éventuellement, comment s'appelle Lotus. Ou Lotus, admettons, mais voilà, ça va être un constructeur de niche. Après, peu importe, mais effectivement, là où je suis d'accord, c'est que Le Mans, c'est un gros investissement qui nécessite d'avoir une stratégie, je dirais quasiment industrielle derrière. C'est aussi de la com, effectivement, si derrière t'as pas ce volet-là stratégique, c'est essentiellement de la com pour montrer que t'es un grand constructeur. Sauf la réalité aujourd'hui, c'est que moi je persiste Racing avec 400 millions, ok, ils vont avoir les moyens peut-être de développer une voiture, mais ils vont développer un modèle. Et c'est pas avec ça que tu vas relancer, et surtout en sachant que derrière, tu vas quand même adosser ce constructeur-là à une écurie de Formule 1. Les synergies, pour moi, je les vois pas du tout, et on est vraiment juste dans du logotage, en tout cas pour la F1, dans du logotage. Il y a sans doute un volet investissement, mais qui entérine quand même le fait que Aston Martin redevient un tout petit constructeur sans envergure. Mais c'est peut-être pragmatique, hein, mais... mais alors, il y a 2 points sur lesquels je suis entièrement d'accord, mais de toute
façon, Aston Martin n'a jamais été un grand constructeur. Ça a toujours été un petit constructeur. Et deuxièmement, l'écurie d'F1, elle ne sert que de, on va dire, porte-étendard pour le nom Aston Martin, et qu'il y aura il y aura pas, si ce n'est très peu de synergie entre l'écurie des F1 et les voitures de route. Ça, on est d'accord, hein, il n'y a pas de volonté. Il parle de synergie peut-être, mais franchement, ça, je pense que c'est à long terme. C'est du discours peut-être à long terme, mais ça va pas se faire dans les premières années, ça c'est sûr. Si ça se fait, là, on est entièrement d'accord. Mais c'est pour ça que la notion d'écurie usine pour parler du futur Aston Martin F1, bon, ça me fait un peu tiquer. C'est pas vraiment une écurie usine. Ça va être Racing Point rebadgé avec des moteurs Mercedes clients. C'est pas vraiment ma définition d'une écurie usine. Hein. Et ça résout le problème qui se posait pour Racing Point, c'est que faut que tu construises une image de marque autour de ça. Là, effectivement, l'image de marque, elle sera plus à construire. Ah oui. Tu pourras t'appuyer sur Aston Martin, qui mine de rien a déjà fait de la Formule 1, a du bagage, a un nom prestigieux, qui en sport automobile n'est pas non plus n'importe quoi. Donc voilà, c'est un bon calcul de la part du consortium, c'est un bon calcul et ça permet effectivement d'injecter de l'argent frais dans le constructeur. Donc. Alors, pour le retrait d'Aston Martin du WEC, c'est pas encore officiel. Moi, j'ai lu un article tout à l'heure du site Wester.com, qui est un site très réputé, c'est un site américain très réputé. En général, ils se plantent pas trop. Là, sur Autosport, je vois qu'on parle d'un délai d'1 an. Enfin, leur engagement devait commencer là en septembre prochain. Ce serait reporté d'un an. Au moins 1 an. Bon voilà, c'est pas encore officiel, mais ça sent pas très très bon. Après, le report d'1 an est peut-être comment dire, logique en fait, et c'est pas forcément. Il y en a qui auraient interprété ça en retrait, alors que ce serait juste un simple décalage. C'est pas impossible non plus. Ils se sentent peut-être pas prêts pour le programme. C'est un peu confus actuellement l'endurance parce que je sais pas si vous avez suivi lors des 24 heures de Daytona, ils ont annoncé, alors l'ACO et l'IMSA ont annoncé la création d'une nouvelle catégorie, voilà, qui est censée pouvoir rouler des deux côtés de l'Atlantique. Ça a été accueilli comme une bonne nouvelle. Moi, je trouve que ça apporte plus de confusion qu'autre chose. On ne sait pas trop comment cette nouvelle catégorie va s'articuler avec la catégorie hypercar. Bon, je trouve ça un peu foireux pour l'instant parce que a priori ça va être une catégorie un petit peu low cost, mais avec des catégories avec des performances probablement équivalentes aux hypercars, donc même performance pour moins cher. Du coup, la catégorie hypercar, je trouve que ça la vide un petit peu de son intérêt. Bon, pourquoi dépenser plus à suivre. Bah ouais, c'est ça. Donc peut-être que c'est peut-être aussi parce qu'ils voient la question. C'est peut-être aussi parce qu'ils voient justement que mine de rien, il y a des constructeurs mais qui se précipitent pas non plus. Peugeot, mais c'est pas dès la première année de mise en place, je crois, c'est 2022. Non, l'année d'après, ouais. Ouais, il y a même peut-être dans l'idée d'un report là aussi. Porsche, je pense aussi que c'est pareil, c'est pas dans un premier temps qu'ils vont arriver. Peugeot a subi un contretemps parce qu'ils devaient s'adosser sur Rebellion pour faire leur entrée dans la catégorie hypercar. Or, Rebellion a annoncé cette semaine qu'ils arrêtaient l'endurance. Donc il faut que Peugeot trouve un nouveau partenaire. Ils vont aller chez Oreca, non ? Je sais pas. Ils ont déjà bossé ensemble, donc avec Oreca, ce serait pas. Je suis d'ailleurs surpris ce soit avec Rebellion et pas avec Oreca qu'ils avaient envisagé le programme. Mais... Ouais, c'est vrai. Je m'inquiète pas, c'est pas les écuries sérieuses qui manquent en endurance sur lesquelles. J'ai vu. A priori, ça sera avec Ligier qui s'engagerait. Ligier Peugeot. Ah. Prost Peugeot. Ah. McLaren Peugeot. Il y avait des Ligier Talbot au début des années 80 aussi. Ouais. Oui, voilà. Mais oui, l'hypercar, ça n'a pas fait. J'ai l'impression que la CO n'a pas reçu les retours aussi positifs que ce qu'ils en attendaient. Pour l'instant, il n'y a que Toyota qui est sur le coup. Enfin, et Peugeot, mais donc avec un petit point d'interrogation pour Peugeot. Ouais. Bon, après, si Toyota. Parce que Peugeot pourrait finalement préférer l'autre catégorie, la catégorie LMDH, ouais.
DH ou PH? Ce qui permettrait en plus d'ouvrir DH. Le Mans, Daytona, et puis le H, eux-mêmes savent pas trop ce que ça veut dire. C'est hybride. Bah non, c'est pas officiellement ça. Asbin. Mais c'est vrai que ça leur ouvre potentiellement aussi le marché américain, du coup. Oui, c'est super important, ça. Et c'est tentant. Oui, a priori, c'est un peu l'idée quand Peugeot a fusionné là, avec Fiat. L'idée, c'était d'intégrer le marché américain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai que Peugeot et Fiat font... Waouh. Bon, et quand est-ce que Ferrari se revient au niveau à endurance, là, histoire de poser les couilles sur la table? Eh ben, ça a également circulé ces derniers jours. Eux, ils seraient intéressés par la catégorie LMDH. J'ai juste tapé LMDH. Mais ils veulent faire leur propre châssis. C'est ça. Alors que la catégorie LMDH, normalement, c'est des châssis limités. Alors c'est quoi? C'est Oreca, puis d'autres constructeurs qui font les châssis, et tout le monde se greffe dessus. Mais Ferrari veut faire son propre châssis. Ouais. Alors je pense que s'il y a Ferrari qui dit, écoutez, nous on arrive mais à être homologués pour fabriquer des châssis, je pense que la CO elle va dire, voilà l'autorisation. Ouais, mais c'est un peu con parce que la raison d'être de cette catégorie LMDH, c'est une catégorie un peu low cost avec des châssis déjà un peu tout faits. Et eux, ils arrivent, bon, on aime bien cette catégorie, mais on peut la faire à notre façon. Tu vois, déjà c'est un peu tordu. Ouais. De toute façon, après, t'es sûr que si Ferrari ils ont le droit de fabriquer un châssis, ils le vendront à personne. Mais je sais pas. On continue parce que là, on s'éparpille. Avec les actus qui touchent les écuries 2021 et au-delà, avec notamment une restructuration chez Renault avec l'arrivée de Pat Fry, un appel d'offres pour la fourniture d'un débit de mètre standardisé, Pirelli qui dévoile un calendrier de test pour ses pneus 18 pouces pour 2021. Et la F1 qui reste sur Canal+ jusqu'en 2022. Et cause à effet ou pas, je sais pas, le prix de l'abonnement de F1 TV Pro qui a baissé du coup pour nous en France. Et qui baisse encore plus en ce moment, parce qu'il y a une promotion de moins 25%. Ah ouais, si c'est 50, je sais pas combien d'euros tu m'as dit tout à l'heure, Bouchard. Ben c'est 25% sur l'abonnement annuel uniquement. Alors je me souviens plus, c'est un code promo j'ai vu passer ça. Ça fait 48 € et quelques l'abonnement annuel. Donc c'est valable jusqu'au 28 février. Si vous avez pas fait comme moi qui me suis abonné hier soir avant de savoir parce que le code promo est apparu aujourd'hui, donc autant vous dire que j'ai un peu les boules. Mais si vous le con. si vous n'êtes pas abonné, que vous envisagez de vous abonner, c'est peut-être le moment. Donc avant le 28 février, alors recherchez sur internet. Je crois que je l'ai vu passer sur le compte le compte Twitter de la F1. Donc c'est pas secret. Peut-être que le club 153 s'abonne. Ah peut-être. Et du coup, voilà, à moins de 50 € pour avoir accès à F1 TV Pro, je pense que ça vaut le coup. Ouais, contre 170 €, je crois que c'était la dernière. 190. 190 même. Ouais. Enfin, donc oui, bizarrement, effectivement. Après, ça risque de surcharger les serveurs quand même. Oui. Ouais, ça va, c'est pas comme si on avait 3 millions d'abonnés, 3 millions d'auditeurs. Hein. Oui, sinon, pour revenir, Canal+, prolongé jusqu'en... alors qu'ils avaient les droits jusqu'à fin 2020 ou 2021, je sais plus. Et bref, en janvier, ils annoncent une renégociation de prolongement jusqu'en 2022. Et bizarrement, quelques jours ou semaines après, l'abonnement en France de TF1 TV Pro est passé à 65 €, même prix qu'en Allemagne et dans le reste quasiment de l'Europe, je crois. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Ouais, tant mieux pour nous. Ouais. Le seul truc, c'est que ce serait bien que ce soit les commentaires de Canal+ pour les commentaires français de F1 TV Pro, apparemment. Ouais, c'est le commentateur belge, je crois, pour l'instant. Ouais, et après, d'après notre ami Ben, c'est une catastrophe. C'est vrai que déjà, c'est bien que la F1 reste sur Canal+. Hein, c'est quand même... Oui. Au niveau de la programmation et de la diffusion, tout ça, c'est quand même très agréable à suivre. Il y a un certain savoir-faire.
Ouais, direction. Ouais, c'est clair qu'il y a une qualité de production de la part de Canal qui est indéniable. Après, concernant F1 TV Pro, rappelons que les essais qui commencent demain seront en intégralité sur F1 TV Pro en direct. Il y avait même, je crois, les présentations. Exact. Les présentations, elles étaient aussi sur YouTube. Ça, j'ai vu passer. Petite info d'ailleurs, apparemment, comment ils s'appellent ceux qui gèrent la F1 voilà. Liberty Media. Apparemment, ils auraient sollicité des équipes la possibilité de faire une grande photo de toutes les voitures tout ensemble, etc. Et les équipes s'y sont opposées. Mais je crois qu'ils veulent faire une grande cérémonie de lancement de la saison. C'est pas nouveau ça. Alors, pour information, du coup, je l'ai retrouvé, le code promo, c'est Earlybird 25, donc EARLYBIRD 25. Voilà. Sinon, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Ça doit pas être très, très, très difficile à retrouver. Sinon, un mot sur Renault qui se prépare à 2021, qui se restructure et qui, d'après eux, sont les plus en avance. Vers la sortie, peut-être, alors. Le problème... c'est vrai qu'ils ont intérêt d'être en avance. Ils ont intérêt à avoir déjà... Ouais, ils ont intérêt à avoir déjà les sous pour le pouvoir de faire les dépenses, parce que la situation de Renault devient très très compliquée et je m'inquiète sérieusement pour la présence de Renault en F1 à partir au-delà de 2020. Ah, je suis très inquiet aussi. Abitbull a eu des propos rassurants là, à la conférence de presse cette semaine, mais je suis pas super optimiste. C'est pas une conférence de presse, c'était la présentation. Le teaser. Le season opener. Oui, le season opener. À ne pas confondre avec le bottle opener. Abitbull, il peut dire ce qu'il veut, c'est pas lui qui a la décision entre lui, c'est ça. Mais oui, de dire qu'ils sont les plus en avance dans la préparation de 2021, il faut arrêter, quoi. Qu'est-ce qu'il en sait? Ils ont un peu que ça à foutre en même temps. Non, mais tu dis pas ça, tu dis on se prépare bien, on en essaie d'anticiper vraiment le plus possible, etc. Mais tu dis pas on est les plus en avance. Comment il peut le savoir? Il est souvent maladroit dans sa com, Abitbull. Il soit nul dans sa com, pas maladroit, il est nul. Mais il a pas une position évidente, parce qu'il est team principal d'une écurie qui représente un grand constructeur, qui se veut avoir les ambitions d'un grand constructeur, mais qui en même temps fait de la F1 low cost et qui peut pas lutter vraiment contre les grands constructeurs. Il fait tout le temps le grand écart entre les ambitions et la réalité. Enfin, j'aimerais pas être à sa place quand même des fois. Ah, j'ai pas dit qu'il avait une position facile, mais à un moment donné, il y a des choses qui sont aberrantes, quoi. Il l'a reconnu, je crois, c'est sur Motorsport que j'ai lu qu'il reconnaît et assume une stratégie peu lisible. Je sais pas si ça fait partie de ça un peu. Alors, j'ai vu le titre, j'ai même pas osé aller lire l'article, je t'avoue. Je n'avais pas été le lire non plus, mais je l'avais vu. Ouais, il dit qu'il fait des erreurs et qu'il les assume. Mais il s'en rend compte, au moins. Après, le truc, c'est que cette communication, la question, c'est à qui elle s'adresse. Si elle s'adresse à la F1, effectivement, elle est ridicule, parce que quiconque connaît la F1, c'est que, comment ils peuvent le savoir, etc. Si elle s'adresse au board et puis un peu plus globalement, à rassurer, en fait, peut-être aussi sur l'opinion, sur ce qui peut peser potentiellement dans la balance, mais il faut qu'ils justifient le programme. Et le meilleur moyen de justifier le programme, c'est de dire, 2021, il y a un grand changement de réglementation et on est en avance. C'est peut-être aussi là que la communication elle va. Il leur dit rappelez-vous d'Honda en 2008. Oui, c'est ça. Sinon, un avis sur un nouvel appel d'offres pour le débitmètre. Non. Je passe mon tour. Ajouter. Il y en a déjà un débitmètre, c'est juste que là, du coup, ils vont le changer. Il va être certainement plus évolué. Pour éviter les polémiques, notamment qu'il y a eu cette année, enfin l'année dernière, du coup. Pour les suspicions qu'il y avait chez Ferrari. Du coup, ça coupait court à toute suspicion. Ouais, il y a eu des suspicions. Comment ça?
Ouais, ben après, bon, ben ils se disent, il faut peut-être revoir le débitmètre et en faire une version plus évoluée dans ce nouvel appel d'offres. Bon, ben voilà, ok, c'est bien. Ils font le job. De plus. Bon, bah personnellement, j'ai fait le tour des actus auxquelles je voulais qu'on discute. Est-ce que vous en avez d'autres? Ouais, moi j'en ai juste une sur le 2021. C'est Pirelli qui a clairement annoncé que, alors, pour rappel, en 2021, la F1 va passer aux pneus aux jantes, parce que c'est pas les pneus, c'est aux jantes 18 pouces. Et Pirelli a clairement annoncé en disant si vous êtes mécontent, il n'y aura pas de retour en arrière. Je pense qu'ils ont l'histoire des pneus 2020, ils ont en travers de la gorge. Et que ils se disent c'est con, ils sont capables de nous faire le coup pour de nous refaire le coup pour l'année prochaine pour les pneus 18 pouces. Donc on prévient tout de suite niet. Bon, après je pense là, que ouais, dans la programmation, ils vont logiquement toutes les écuries auront un créneau pour tester les pneus 18 pouces. Donc ils auront au moins tous eu les pneus montés sur leur voiture, quoi. Ouais. Mais ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé avec Ferrari. Oui, c'est Leclerc qui a fait non, qui a fait un paquet de tours. Oui. Bon. Après, je pense que de toute façon, le retour des gens de 18 pouces aux 13 pouces, comme on a actuellement, ce sera même pas envisageable. Parce que quand ne serait-ce que les moyeux, les freins seront prévus pour des jantes de 18 pouces, donc quand t'as des disques de frein de 14 ou 15 pouces, tu peux pas mettre une jante de 13 pouces autour. Mais c'est ça qui m'a, quand j'ai vu c'est pour ça que j'en parle de l'article, c'est quand j'ai vu ça, c'est que c'est plus pour moi signe que Pirelli a été un peu le rejet des pneus 2020 en travers de la gorge, et parce que je pense qu'on se rend pas compte de tout le boulot qui a été jeté à la poubelle par Pirelli. Et alors à juste titre ou pas, je dis pas, mais clairement les écuries auraient dû dire ben non, en 2000 il y a la réglementation évolue pas en 2020 par rapport à 2019, on fait pas évoluer les pneus. Ben ils auraient dû le dire avant, à ce moment-là. Donc c'est toujours le problème avec Pirelli, c'est qu'ils ont quand même pas tant de journées pour faire essayer des pneus de l'année suivante. Ils ont pas beaucoup d'essais pour bien peaufiner leur truc. On leur file un cahier des charges, mais qui est un peu contradictoire, et après on leur dire ah ben non, on n'est pas trop content du résultat, on a peur de ce que vous avez développé, du coup on garde les pneus 2019. La F1 mène vraiment la vie dure aux manufacturiers italiens. Bon, sur ce, on va clôturer l'émission. Oui. Je vous remercie. Non. Ah, j'ai cru. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Putain, j'avais les rappels, je les ai perdus. Ah, c'est ballot ça. Je retrouve. Les rappels. Attends, s'ils sont là. Alors, les rappels habituels, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, PodCloud, Facebook et Twitter, @le SAVF1, sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1, sur Steam, tous les mercredis, sur Twitch un peu, suivant qui diffuse. Vous pouvez suivre nos courses, les courses du SSC, quand je suis pas malade, Buchor, qui, quand tu es là, commente les courses en direct. Ouais. La F1 sur Internet, c'est sur SAVF1.fr. Parce que le SAV de la F1, c'est... Il n'y a que Buchor qui suit. Il y a que Buchor qui suit. Je m'abonne à F1 TV Pro. Ça marche, le code? Ouais, ça marche. Bon. Mais là, en fait, j'ai annulé pour recommencer parce que ça marche, mais il te dit que quand t'as la synthèse, il te dit que t'as payé 64 €. Et c'est juste, faut aller dans les détails pour voir que t'as en fait tu économises 17 €, quoi. D'accord. Mais au début, j'ai cru qu'il m'avait prélevé 64, alors que non, en fait, il va me prélever 48. Bon, et rendez-vous demain sur F1 TV Pro pour ceux qui l'auront, pour aller suivre les premiers essais de cette saison 2020. Sur ce, une bonne journée, une bonne soirée. Ouais. À plus tard. Salut. Salut à tous. Ciao. Allez, ciao, bonsoir.